rappeler que nous sommes là dans un atelier coécologique. Nous en sommes d'ailleurs je crois, au 35e. Pour ceux qui viendraient pour la première fois, l'objectif de cet atelier est de discuter de la note qui a eu une première publication hier, et donc vous avez tous avoir reçu, puisque vous vous êtes inscrits par mail. Pour ceux qui ne l'auraient pas ou qui n'auraient pas imprimé, elle est dorénavant sur le site de la Fabrique écologique, donc si vous avez un téléphone, vous pouvez très bien y accéder facilement. Et donc, l'objectif, c'est bien de rentrer dans cette... Vous savez que la Fabrique écologique a une phase de construction des notes par des groupes d'experts, c'est la première phase qui débouche sur cette note, et puis ensuite, à une phase de co-construction citoyenne, où, dans ces ateliers, chacun peut dire ce qu'il en pense, peut venir discuter de la note, et ensuite peut venir proposer des amendements, soit par Internet, en réalité, soit sur le site, soit par mail directement à la Fabrique écologique, sachant que les signataires de la note se réuniront une dernière fois, sans doute après les municipales. On va laisser un certain temps, parce qu'on pense que la deuxième publication pourrait intervenir après les municipales, pour finaliser définitivement et faire la publication définitive de la note. Voilà donc la nature de l'exercice, et donc comme d'habitude, cet exercice sera totalement interactif, c'est-à-dire qu'on fera chacun une petite introduction, mais Dominique, qui est chargé d'animer ce débat, le sait bien, l'essentiel c'est votre parole, c'est vos avis, c'est la discussion qu'il va y avoir pour enrichir cette note. Je signale d'ailleurs que cette note fera l'objet de 2 autres ateliers éco-écologiques, l'un à Dijon, pour les journées de l'économie autrement, vendredi 29, je crois, vendredi 29 en fin d'après-midi. Et la troisième, un atelier éco-écologique à Bordeaux, lors des assises de l'énergie, à la fin du mois de janvier 2019. Sans parler d'autres initiatives. On est déjà sollicité par plusieurs personnes pour venir faire des ateliers ailleurs sur ce sujet, et donc nous le ferons bien volontiers, puisqu'évidemment, ce sujet concerne l'ensemble des territoires, et donc il est important qu'il puisse être discuté partout, compte tenu du diagnostic qu'il pose. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, et je passe la parole à Dominique, qui va animer ce débat. Bonsoir à tous, merci pour votre intérêt pour ce sujet. Je me présente très brièvement, je suis journaliste depuis plus d'une dizaine d'années sur ces sujets d'énergie, climat et autres villes durables et tout ce qui est soutenable et vert. Et je viens de rejoindre il y a quelques semaines l'association Climate Chance, qui en fait se donne pour vocation de recenser, valoriser et favoriser les actions sur le climat des acteurs non étatiques, au premier rang desquels, bien évidemment, les collectivités, ce qu'on appelle aussi les gouvernements locaux. Donc, voilà, je suis très intéressée par cette note. Antoine Deza, qui est rapporteur de la note, va participer donc à cette présentation, ainsi que, en tant que grand témoin, Claire Roumet, qui est en charge des partenariats stratégiques pour Energy Cities. Energy Cities, c'est un réseau de villes, je crois qu'il y a plus d'1 millier de villes, de 30 pays différents, mais peut-être le plus simple, c'est que vous nous disiez en 2 mots ce que c'est. Donc, comme Géraud vient de le rappeler, il va se faire le porte-parole de la première partie de la note qui porte sur le diagnostic, et ensuite nous aurons des réactions du grand témoin et les vôtres, avant de passer à la partie portant plus sur les recommandations qu'émet la Fabrique écologique pour essayer de faire progresser les choses, car comme vous allez le voir, il y a une marge de progression indéniable. Donc Claire, peut-être... Mais je vais faire très rapide parce que comme je vais réagir directement après. Donc Energy Cities, c'est effectivement un réseau de villes en transition énergétique, c'est-à-dire qu'on s'attache normalement, on prend tout le prisme des transformations à venir par la question énergétique, ce qui n'est évidemment pas la seule à prendre en compte, mais qui est notre porte d'entrée et pas notre porte de sortie justement. Un agenda, donc la transition énergétique pour nous, ça veut dire un système énergétique, arriver vers un système énergétique totalement démocratisé, décentralisé et
désinvestie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune finance qui peut aller vers des structures énergétiques et des systèmes énergétiques qui sont liés aux fossiles. Et pour faire ça, on a 3 axes d'action. C'est les 3 S, c'est les show, shake and share. Donc partager vraiment les méthodes, les pratiques innovantes, montrer que c'est possible. Ça, c'est très, très important. Et il y a vraiment, on voit justement dans la note qu'il y a matière à montrer beaucoup, beaucoup plus les possibles. Et enfin, shake, ça veut dire bousculer les agendas politiques, en particulier l'agenda politique européen. Parfait, merci. Donc, je propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet. Je ne sais pas, peut-être Antoine Deza, vous voulez dire un mot pour vous présenter? Bonsoir, je suis donc Antoine Deza. J'ai rejoint l'aventure de cette note au tout début, donc à côté de Géraud en tant que rapporteur. Et sinon, je fais du conseil auprès du secteur public, essentiellement des collectivités locales. Voilà, donc un monde que j'adore et que je connais de mieux en mieux. Parfait, merci. Donc, bon, je me permets juste de rappeler, mais je pense que Géraud, tu allais le faire, l'écho particulier de ce sujet en plein salon des maires. J'imagine que c'est particulièrement un sujet d'actualité. Et je pense que vous êtes tous ici conscients du poids que jouent les communes, les intercommunalités dans les émissions de gaz à effet de serre et des potentialités qu'elles auraient, en tout cas en théorie, pour agir sur les différentes émissions qui sont liées de manière plus ou moins directe à leur territoire. Je laisse Géraud vous présenter le diagnostic qui a été établi dans cette note. Je propose qu'Antoine cadre très rapidement l'angle de la note et puis ensuite je présenterai en quelques mots le contenu du diagnostic. Donc effectivement, pour cette note, on a finalement assez réfléchi on avait envie de traiter beaucoup et on s'est dit il faut qu'on restreigne le sujet pour être plus pertinent et efficace dans nos propos. Donc on a choisi de restreindre le sujet donc, au bloc communal, aux communes et intercommunalités. Et on s'est intéressé finalement aux outils, à des outils généraux qui permettent à ces communes et intercommunalités d'accélérer donc l'action climatique et la transition énergétique. Ça a pour conséquence d'exclure des autres collectivités locales comme les départements et les régions et donc évidemment de ne pas être exhaustif sur ces outils. Par exemple, on ne s'intéresse pas donc, à l'adaptation au changement climatique ou à des sujets thématiques comme la mobilité ou l'alimentaire par exemple. Voilà, donc on a fait ce choix et on va en parler maintenant. Merci. Alors, en quelques mots, le diagnostic, qu'est-ce qui nous a motivés d'abord peut-être dans le groupe de travail? Ce qui nous a motivés, c'est l'idée que dorénavant, on suivait d'assez près ce que la France faisait en matière de gaz à effet de serre, puisque tous les ans, nous avons un bilan, nous avons maintenant, tout ça est assez répertorié, qui montre d'ailleurs à quel point notre pays est en retard, et que l'ensemble des autres pays d'ailleurs est en retard. Et on s'est dit, finalement, ce raisonnement sur est-ce que nous sommes sur la bonne trajectoire, il serait utile qu'il soit appliqué à l'ensemble des acteurs de la société. Bien sûr aux entreprises, peut-être pourquoi pas un jour aux particuliers, et puis bien sûr aussi aux collectivités locales. Et donc on s'est demandé, on va regarder sur la commune et le bloc communal, comme ça a été indiqué par Antoine, on va regarder est-ce qu'on peut savoir où ils en sont, et est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui est fait véritablement au niveau commune et intercommunal. Sachant qu'on est tous conscients que beaucoup de choses se font. Et je voudrais le rappeler quand même au départ, beaucoup de choses se font dans les communes et les intercommunalités, beaucoup d'initiatives sont prises pour isoler des bâtiments publics, pour développer des énergies renouvelables, pour essayer de mettre en place des modes de transport propres. Donc on ne nie pas, absolument pas dans cette note, le fait qu'il y a beaucoup de choses qui se font. D'ailleurs, on donne toute une série d'exemples qui montrent à quel point des choses intéressantes se font. La deuxième chose, c'est que nous évitons, bien sûr, nous sommes dans le cadre de la Fabrique écologique, qui, je vous rappelle, est une fondation pluraliste et transpartisane. Donc, il n'est pas question, et c'est bien l'orientation de la note, il n'est pas question qu'il y ait quelques partis pris que ce soit sur la mise en avant de collectivités qui seraient, pour des raisons politiques, plus en avance que d'autres. Donc, nous avons essayé de faire un raisonnement à plat
sur la façon dont les collectivités se positionnaient par rapport à ce sujet. Je pense que de ce point de vue-là, le mandat qui est le nôtre est relativement réussi. Alors à partir de là, on s'est demandé ça, et le diagnostic que nous avons fait est malheureusement, en effet, assez défavorable sur la façon dont on peut apprécier cette action. Pourquoi d'ailleurs c'est important? C'est important pour deux raisons, de notre point de vue. D'abord, par souci de transparence complète avec les citoyens. C'est-à-dire que les citoyens veulent de plus en plus savoir où on en est en matière climatique et le demandent non seulement à l'État, mais le demandent ou vont le demander évidemment à leurs élus locaux. Et de ce point de vue-là, aujourd'hui, on y viendra en une minute, mais la réponse aujourd'hui, elle n'est pas très satisfaisante. Et la deuxième raison pour laquelle c'est important, peut-être encore plus important, c'est que si on ne fait pas ce travail d'évaluation, de mesure, à ce moment-là, on ne peut pas utiliser l'action climatique comme critère de gestion dans une collectivité. On se limite à faire une accumulation de bonnes pratiques, c'est évidemment très utile, mais on ne peut pas se dire systématiquement, si je fais ça, eh bien, je me remettrai sur la trajectoire qu'il faut et que j'ai décidé pour arriver en 2050, en 2030, à respecter la trajectoire des accords de Paris. Et donc, on ne peut pas utiliser ce critère climatique comme critère de bonne gestion, comme d'autres critères de bonne gestion. Et donc, on s'est interrogé pour savoir si, en effet, les collectivités locales mesuraient les gaz à effet de serre de leur territoire ou de leurs services municipaux. Et on s'est rendu compte de deux, trois choses, et je m'arrêterai là. On s'est rendu compte d'abord qu'il y avait une confusion générale entre les émissions des services municipaux de la collectivité, du patrimoine et de ses compétences, qui là dépendent directement de la collectivité, et dont la mesure, et tout ça est expliqué dans la note, et dont la mesure est finalement très, très imparfaite et très, très peu faite. Alors que c'est un paradoxe, parce que pour le coup, c'est des émissions de gaz à effet de serre sur lesquelles les collectivités peuvent avoir une action directe. Que ce soit le chauffage des logements, que ce soit les véhicules municipaux, etc. etc. Il n'y a pas aujourd'hui, tout ça est expliqué dans la note, de véritables mesures, par exemple tous les ans, de savoir où on en est pour le patrimoine et les compétences municipales en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Et le deuxième point, c'est donc ce mélange entre ces émissions, de ce qu'on appelle dans la note des services municipaux, et ce qu'on appelle les émissions du territoire, ce qui maintenant a tendance à être privilégié dans le débat public. Mais sauf que les émissions des territoires, ça dépend certes de la collectivité locale, mais ça dépend de beaucoup d'autres choses. Ça dépend des entreprises. Je vous donne un seul exemple. Une entreprise qui s'installe sur le territoire d'une commune, évidemment, ça augmente fortement ses émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre des émissions du territoire. Bon. Et donc, il y a une appréciation à mener, qui n'est pas si facile que ça, dans les émissions du territoire. Ce n'est pas inutile de mesurer les émissions sur son territoire, mais reconnaissons que ce n'est pas directement de la compétence de la collectivité, et en tout cas, ça ne mesure pas directement l'action de la collectivité. Et donc, on s'est rendu compte que le citoyen ne savait pas où on en était pour sa commune ou son intercommunalité. Et deuxième élément important du diagnostic, le citoyen il n'y avait pas de moment dans les débats municipaux où ce sujet climatique était abordé en tant que tel. Et ça, c'est un élément extrêmement important, sauf initiative très ponctuelle de débat sur ce sujet, mais sans ça, il n'y a pas de débat annuel sur ce sujet dans les collectivités. Il n'y a pas en tout cas un moment où, comme on le fait pour le budget par exemple, un moment où on se dit où on en est sur le climat et qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer à améliorer les choses. Le troisième élément du diagnostic, c'est que tout un certain nombre d'éléments de transversalité de l'action étaient encore aujourd'hui très insatisfaisants. Et que, d'une certaine façon, un certain nombre de collectivités, beaucoup de collectivités, continuaient à travailler en silo, avec des services qui, les uns s'occupaient de la rénovation des logements, les autres des énergies renouvelables, les troisièmes des transports, les quatrièmes de l'organisation des espaces commerciaux, et qu'il y avait que cette exigence de transversalité qui est au cœur de l'approche du développement durable et de l'action climatique, on le sait bien, pour vous tous qui connaissez bien ces sujets, elle était finalement assez mal respectée, et on a pris un exemple pour montrer à quel point elle méritait d'être mieux respectée. Donc le bilan de tout ça, et j'insiste beaucoup sur le fait que le bilan de tout ça n'est pas très favorable, en même temps il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises. C'est bien ça qu'il faut comprendre,
Mais le message qu'on donne, et je conclurai là-dessus, le message qu'on donne aux collectivités et aux élus, et aux futurs élus peut-être, c'est de leur dire, écoutez, vous voulez tous être exemplaires sur ce sujet, ce qui est une excellente chose, on s'en réjouit. Voilà quelques idées qui nous paraissent importantes pour que vous puissiez montrer à vos concitoyens que vous souhaitez être exemplaires sur ce sujet. Voilà, j'arrêterai là cette brève introduction. Vous avez eu la note, et donc je pense qu'on peut en effet s'arrêter et débattre de ce diagnostic avec toutes ces nuances et ces appréciations. Le diagnostic n'est pas, encore une fois, un diagnostic défavorable par principe, mais il est réaliste sur la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Merci Géraud pour avoir, on va dire, planté le décor. Avant de donner la parole à Claire pour une première réaction, je voulais juste réagir sur les collectivités ne mesurent pas leurs émissions, mais pourtant, dans différentes lois passées au cours des dernières années, un certain nombre d'entre elles sont censées le faire. Alors, pas toutes, c'est effectivement pour les plus grandes, etc. Qu'en est-il dans la réalité, en fait? C'est évidemment un des points qu'on a regardé en premier, qui lui, pour le coup, est assez facile à mesurer. Et de ce point de vue-là, les résultats ne sont pas très réjouissants. Vous les avez dans la note, puisque vous avez vu qu'il y a 2 obligations pour les collectivités impératives. La première obligation, c'est pour les communes de plus de 50 000 habitants, communes et intercommunalités de plus de 50 000 habitants, de mesurer tous les 3 ans leurs émissions de gaz à effet de serre. Vous avez vu le résultat dans la note, je crois que les chiffres sont donnés, à peu près 50% des communes ou des intercommunalités ne mesurent pas, tous les 3 ans. Tous les 3 ans. Je vous rappelle simplement qu'une commune comme Oslo, qu'on donne en référence, à juste titre, mesure tous les ans, on y reviendra parce que c'est un exemple qui est très réussi, mesure tous les ans les émissions de ces services municipaux pour les gaz à effet de serre. Le deuxième élément, c'est, vous le savez, les intercommunalités de plus de 20 000 habitants sont dorénavant obligées, depuis la loi de transition énergétique de 2015, à faire ce qu'on appelle des plans climat, air, énergie territoriaux, c'est-à-dire des documents qui, sur 6 ans, je crois, 5 ou 6 ans, montrent la stratégie qu'elles veulent mener dans le domaine de climatique, de gaz à effet de serre et la façon dont elles veulent agir. Et de ce point de vue-là, la date limite était 2018, peut-être un peu plus tôt pour certaines, tout ça est dans la note. Et la plupart des... Aujourd'hui, vous avez tous les chiffres sont dans la note, je ne les ai plus en tête, mais enfin vous les retrouverez, c'est pas essentiel. Disons que la plupart des collectivités sont très en retard sur ce sujet. Moi j'ai noté qu'il y avait 15 sur 750 voilà, intercommunalités. Très en retard. Alors certes, il y en a toute une série qui sont en cours de confection, mais là aussi, elles sont très en retard sur ce sujet, alors que la mesure date quand même de 2015. Alors vous me direz, mais tout ça, et on revient au débat, et peut-être qu'on peut commencer par ce débat, enfin c'est à vous de voir sur quel point vous voulez intervenir, vous me direz, est-ce que tout ça est bien utile, ces documents de planification ou de mesure? Et c'est là où on revient au débat. Je redis, à mon avis, à notre avis, l'avis du groupe, et l'avis donc de la Fabrique écologique, c'est essentiel pour 2 raisons, la transparence vis-à-vis des citoyens et la possibilité pour que l'action climatique devienne un véritable critère de gestion et ne soit pas simplement une accumulation de projets, tout intéressant soit-il. Merci. Donc j'ai proposé effectivement à Claire de réagir à ça, et peut-être avec une question pour rebondir sur ce que vient juste de dire Géraud. Est-ce qu'il faut que l'action climatique soit un élément de gestion, de bonne gestion d'une collectivité? Oui, et ça, je pense qu'en fait, aujourd'hui, c'est même pas une question. Enfin, c'est peut-être dire que, en tout cas, dans les demandes qu'on a, nous, des collectivités envers notre réseau, eux, ils nous demandent des outils pour ça. C'est-à-dire que ça fait partie, pratiquement, je ne vais pas dire d'un acquis, mais quand même la pression, effectivement, de la rue dans un certain nombre de pays. C'est une demande très forte, en tout cas, dans les centres urbains. Par exemple, la ville de Francfort a complètement revu sa planification énergétique et sa planification climatique à cause des Fridays for Future, qui leur demandaient justement d'être beaucoup plus ambitieux et de revoir, y compris le tempo, en fait, de quand est-ce qu'ils pouvaient donner des retours sur leurs actions et d'être beaucoup plus ambitieux. Donc en fait, il y a une pression forte et donc il y a une demande très très claire de la part des collectivités pour avoir des outils. Par contre, peut-être d'ailleurs, juste avant ça, je voudrais dire que la note est avec beaucoup d'informations. Je pense que vous avez bien capté les possibilités, enfin les possibles leviers d'action.
Et aussi, surtout, c'est très intéressant aujourd'hui de choisir la maille commune et intercommunalité, c'est-à-dire qu'en creux, grosso modo, vous vous occupez pas vraiment des métropoles, et c'est bien, parce que finalement, dans ce qui se passe dans les métropoles, en tout cas en France, c'est d'abord, elles, en général, elles ont au moins 10 ans de planification énergétique et elles ont des données et elles savent où elles en sont et elles ont fait des trajectoires. En tout cas, le Grand Lyon, par exemple, a un travail assez exemplaire et relativement fin. Et elles sont, elles sont à un stade de maturité par rapport justement à leurs besoins de données qui fait que, par exemple, le PCAET ne leur correspond plus parce que ça ne l'est plus utile. Après, quand il y a 17 communes ou obligées qui répondent sur les 700 qui devraient le faire, moi, je me pose la question, clairement, ça veut dire qu'on ne leur a pas donné le bon outil. Si c'était utile, ils l'auraient fait. C'est donc que ce n'est pas utile pour eux. Ce n'est pas utile, non pas de mesurer, non pas d'avoir des données, mais la façon dont ça a été, enfin, ce qui est proposé. Donc je crois que là, il y a aujourd'hui un besoin d'évolution de l'outil, du PCAET, du reporting qui est demandé. C'est pas justement quelque chose qui aide réellement à la décision. Donc c'est bien de vouloir voir si on est encore sur une trajectoire, mais je crois que, et bien sûr, enfin, il faut le faire, et je suis tout à fait d'accord avec les objectifs de transparence. C'est justement l'objet des demandes qu'on a de la part des collectivités, c'est d'avoir la possibilité de montrer leur impact. Mais pour ça, ils veulent pouvoir... En fait, les données dans un PCAET, il faut savoir que parfois, elles n'existent pas. Parfois, en fait, ce sont des... ce qu'on met dans les cases, ce sont des traductions, des extrapolations, on va dire, des données nationales pour le niveau territorial par habitant, par exemple. En fait, grosso modo, ça ne sert à rien, parce que la plupart du temps, le territoire, il agit et il interagit totalement différent, et justement, c'est pour ça que ça n'aide pas à la décision, parce que ce ne sont pas les bonnes statistiques, ce ne sont pas les bonnes données, et donc, enfin, pour moi, le gros problème, il est là, et d'ailleurs, enfin, c'est aussi un retour qu'on a des collectivités, parce que il faut qu'ils puissent savoir exactement, c'est pas utile de se dire... le transport dans la ville, ça va être ça, quand en fait, c'est il y a quelques hypothèses, des extrapolations, ceci, cela. C'est pour ça que je dis que les métropoles sont allées beaucoup plus loin, parce qu'en général, elles ont un travail beaucoup plus fin d'analyse. Elles font aussi des analyses avec beaucoup de données qui leur viennent, quand elles font des projets sur des quartiers, par exemple, elles sont en capacité de savoir exactement combien il y a de voitures qui passent à tel feu rouge, etc. etc. Enfin, il y a des moyens pour faire d'autres choses. Donc les données, oui. Le gaz à effet de serre, malheureusement, je pense que ça, c'est pas aussi... ce serait réducteur. On perdrait si on ne veut avoir que cette donnée-là. Alors qu'aujourd'hui, justement, les engagements, par exemple, dans la Convention des maires, il y a quand même 10 000 villes dans le monde qui sont engagées dans la Convention des maires. Ce qui leur a été demandé, c'est de s'engager sur l'efficacité énergétique, sur le renouvelable et sur les émissions de gaz à effet de serre. Avec un ajout maintenant d'avoir aussi un objectif adaptation qui reste à définir et une réduction de la pauvreté énergétique. Ça, c'est au niveau mondial. Nous, on se pose vraiment la question aujourd'hui de savoir si on ne peut pas demander un objectif beaucoup plus clair en termes de sobriété. Parce que finalement, c'est l'angle mort du débat, c'est l'angle mort des politiques. Et tant qu'on n'a pas mis sur la table justement exactement, et pas le regarder seulement sur le prisme efficacité énergétique, parce qu'on peut voir que justement, grosso modo, dans toute la consommation d'énergie, elle a été relativement stagnante. Alors c'est bien parce qu'on a augmenté en population, etc. On augmente un peu en PIB, mais pas vraiment. En fait, grosso modo, on fait de l'efficacité énergétique, mais on continue à faire beaucoup d'autres utilisations. Donc la sobriété, si on se dit sur un territoire, il faut en sobriété diminuer nos besoins en général, c'est-à-dire ceux qui émettent pas seulement effectivement l'énergie, mais aussi la consommation d'alimentation et les consommations de biens durables, de moitié d'ici 2030. Ça, c'est quelque chose qui peut justement être une structure pour porter un objectif sur le territoire. Je donnerai 2 exemples. Enfin, il y en a beaucoup d'ailleurs, mais Amiens s'est fixé je crois que c'est une métropole aussi, Amiens. Je suis pas très sûre en fait de l'intercommunalité. Enfin, bon, je sais pas quelle. Bon. En tout cas, ils se sont fixés, le Grand Amiens, on va dire, l'objectif en fait de l'autonomie énergétique.
Ça, c'est leur prisme c'est leur prisme. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ils vont aller chercher la donnée par rapport à cet objectif. Et ils vont aller aussi emmener tous les acteurs du territoire par rapport à cet objectif. Donc, ça veut dire leur chauffage urbain, leur régie, donc, il y a un objectif et il n'est pas défini nécessairement comme action climatique. Et donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est vraiment que chaque territoire se définisse un objectif, mais qui, bien sûr, en fait, est seulement une traduction sur le territoire de ce qui porte l'envie de quelque chose de concret. Parce que sinon, si on dit neutralité carbone, en fait, pour la plupart des temps, ça ne veut rien dire. Et surtout, en fait, ça se traduit de façon différente. Donc, le CO2, c'est super utile. Il y a vraiment des excellents exemples, justement, de traduction des budgets en CO2, de prise de décision seulement avec du CO2. Il y a aussi des exemples comme à Manchester où il y a un budget carbone, de se dire, si je traduis, et ça, le WWF avait fait ça pour les métropoles françaises, qui montrait que Marseille, voilà 2 ans, n'avait plus que 2 ans d'émissions de carbone. Bon, ben voilà, Marseille, c'est mort. Ils ont déjà tout mangé. Et ils ont mangé leur morceau du gâteau de ce qu'ils avaient le droit d'émettre jusqu'à la fin du monde. C'est fini. Voilà. Bon. Merci. Avant de donner la parole à la salle pour des questions, des contributions, moi j'ai une ou deux questions pour vous, Claire. L'outil, donc vous dites l'outil doit être revu, en fait, le PCAET, c'est pas ça, mais qui doit le revoir, comment, et est-ce que ça doit être le même du coup pour toutes les communes, ou est-ce que chacune doit choisir son prisme, comme par exemple l'autonomie énergétique à Amiens, ce qui risque quand même de rendre encore compliqué les comparaisons, etc. Enfin, comment vous voyez les choses, et surtout qui est à la manœuvre en fait pour définir un meilleur outil, ou qui pourrait l'être? Comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que ça doit être la co-construction entre les communes et l'État? Enfin, je sais pas. Alors, je laisserai l'État en dehors. Donc non. En fait, une co-construction en fait des outils et de ce qu'on veut vraiment mesurer avec les citoyens, mais entre donc la commune et le citoyen. Et effectivement, ce sera peut-être pas comparable, mais en fait, on s'en fout. Enfin, je suis désolée, mais en grosso modo, ça veut rien dire. C'est souvent ce que dit les villes aux États-Unis où on essaie de les comparer. Mais en fait, si on a un barrage hydraulique, typiquement, on a passé une journée avec Oslo et hier, Morgan ici de I4C, il peut en témoigner. Eux, leur électricité, elle est 100% renouvelable. Ils l'exportent. Donc, qu'est-ce qu'on va comparer? Ça va nous servir à quoi de savoir que Oslo, ils vont arriver quelque part parce qu'en fait, leur point de départ est tellement radicalement différent que je trouve que c'est même... bon, je ne suis pas tellement pour le name and shame parce que je pense que c'est ce qu'on a voulu faire depuis tellement longtemps déjà. Ça fait 10 ans qu'on essaye de faire du name and shame et ce n'est pas le moteur du changement. Et à part les 3 grandes villes qui veulent absolument être dans le palmarès des villes vertes, comme Oslo, de fait, et qui du coup ont une certaine, je ne vais pas du tout dire qu'ils sont une malhonnêteté, mais ils ont une façon de poser le débat qui pose question, et justement ce qui est intéressant c'est ça par contre, c'est de discuter de de quelles données ils mettent sur la table, c'est quoi leur périmètre, parce que oui, ils vont être neutres sur un certain nombre de choses. Après, ils sont les plus ambitieux sur des choses incroyables. Ils ont décidé, dans tout leur marché public, il n'y a jamais rien qui peut être lié aux fossiles. Ça veut dire que quand il y a une grue sur un chantier, il faut que la personne qui met la grue sur le chantier, qui est de marché public, doit trouver une solution pour que ce soit une grue électrique. Ça n'existe même pas sur le marché mondial. Mais ça, c'est écrit dans le marché public. Enfin, j'exagère un tout petit peu, mais c'est des choses... Donc, ils sont très ambitieux sur certaines choses, hein, mais c'est juste qu'ils n'ont pas le même point de départ. Bon, juste une petite réaction par rapport à ça. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de name and shame qui a été fait vis-à-vis des collectivités. C'est surtout vis-à-vis des entreprises, le name and shame. Et ça marche pas si mal que ça quand même, me semble-t-il. Voilà. Et en revanche, les collectivités, elles sont plus dans une sorte de marketing territorial. Et d'ailleurs, c'est quand même ce qu'on disait tout à l'heure, qu'elles ont besoin de mettre en avant ce qu'elles ont accompli, les progrès, etc. C'est là qu'on rejoint les problématiques qui ont été énumérées par Géraud tout à l'heure.
Est-ce que le moment ne serait pas venu de proposer à la salle quelques contributions par rapport à ce qui vient déjà d'être dit ? Non, ça fonctionne pas. J'arrive. Posez votre question. Il fonctionne. Ah, si. Bon, c'était pas tant une question qu'un témoignage. Moi, je suis élu local dans une commune de 11 000 habitants qui, notre équipe est dans son 2e mandat. Donc, on a commencé dès 2008, à l'époque où la Convention des maires faisait beaucoup parler d'elle, à mettre en place toute une série justement d'indicateurs sur le suivi des consommations d'eau, d'électricité. On avait à l'époque un gros projet autour de l'éclairage public. Et tous les ans, c'est pas le conseil municipal, mais c'est au moins la commission dédiée, fait un suivi des émissions qu'on évite via des campagnes de travaux derrière pour mieux isoler. Mais ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est comment à partir de ces indicateurs et de ces efforts que l'on trace, on montre à la population l'impact de ces investissements pour réduire les consommations d'eau, les consommations d'électricité, mais comment on arrive à embarquer la population, et notamment dans des actions de sensibilisation des utilisateurs des bâtiments communaux. Faire en sorte que lorsqu'ils mettent le chauffage à fond, ils ne laissent pas les portes ouvertes. Quand, avec un programme qui s'appelle Display, on incite les gens à bien éteindre la lumière, où on met des minuteurs qui font que on a des économies très concrètes et une participation citoyenne en espérant que cela essaime après. Je pense que ce qui a été un point déterminant dans notre capacité à délivrer sur ces sujets-là, c'était aussi de bénéficier en local d'une expertise avec l'agence locale de l'énergie, avec laquelle on avait recontractualisé et qui apporte un savoir-faire sur le chiffrage, sur la quantification et puis sur des... On n'est pas obligé d'inventer l'eau froide tout le temps. Je veux dire, il y a des petites plaquettes, des choses qui existent et qui peuvent être partagées. Donc, vu le résultat positif que cela a produit, je m'étonne qu'on n'ait finalement pas... que le rapport, lui, met en évidence des difficultés à embrayer dans d'autres collectivités. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on est de l'Ouest, moi je suis à côté de Rennes, peut-être qu'on est plus mobilisé sur les questions environnementales, mais ce serait peut-être désobligeant d'arriver à ce constat. D'autres régions qui sont tout aussi bonnes. Voilà un petit témoignage en cohérence avec ce qui a été présenté. Oui, en fait, mon commentaire était dans le même sens. Ma question, en fait, est de dire, est-ce qu'effectivement le problème à la base, c'est pas l'implication des citoyens, en fait, considérant... En fait, vous êtes en train de brûler les étapes par rapport au déroulé de cette... Non, mais non, je plaisante. Mais c'est effectivement un des points qui est souligné dans la note, un déficit. Juste considérons que la notion de gaz à effet de serre, on voit bien à quel point, pour l'instant, c'est encore très lointain, surtout quand on habite dans des milieux ruraux où l'herbe est verte, le ciel est bleu, donc c'est très lointain, et qu'au fond, qu'est-ce qui motive un citoyen? C'est la santé, c'est l'argent, et puis parfois c'est la fierté d'appartenance. Et tant qu'on ne touche pas l'un de ces trois leviers-là, c'est comme difficile de faire avancer les gens sur des considérations qui sont des indicateurs, un bilan carbone, qui, au fond, fait bouger personne. Et sachant derrière, quand on parle de rénovation du bâtiment, en plus, on sait que l'équation économique, elle est pour l'instant difficile à équilibrer. C'est pour se dire, je vais rentabiliser mon investissement de rénovation de maison, on sait très bien que pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Je ne sais pas si on peut être aussi clair que ça sur le sujet. Ça dépend un peu des circonstances. Il y a des cas où c'est quand même rentable. De son vivant, j'entends. Ouais, c'est ça. Oui, madame. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis venue en tant que citoyenne et je venais avec une grosse besace pour mettre de bonnes idées bien efficaces. Donc, ma question est simple. Et puis, j'ai été un petit peu étonnée du constat initial en nous disant que la fabrique écologique est transpartisane, mais il s'avère que je suis passée d'une commune de l'Est à une commune de l'Ouest, une commune de l'Est communiste, Fontenay-sous-Bois, à une commune de l'Ouest, Le Pec, qui est bien de droite, et la constatation est quand même claire
il y a un retard dans l'ouest parisien sur l'écologie qui est phénoménal. J'ai vu pour la première fois, j'ai vu pour la première fois un panneau contresens cyclable dans la rue que je prenais pour aller à l'école en vélo, pour aller chercher mes enfants. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai vu un panneau qui, je croyais, n'existait pas. C'était un panneau sens interdit, y compris vélo. Non mais on reste quoi? On reste véritablement quoi? Il n'y a pas une aide au vélo électrique. Fontaine-sous-Bois est une ville avec des côtes comme le PEC. Hein. Il n'y a pas une aide au vélo électrique. Et puis, je voulais aussi de l'espoir. J'ai lu l'autre jour dans Sciences et Vie, on lit ce qu'on peut, j'ai lu qu'on avait les moyens en terre sur la surface du monde de pallier aux effets de serre grâce à une reforestation. Qu'il était possible si on plantait, on a la capacité en terre. Est-ce qu'il serait judicieux de demander aux communes de planter plus d'arbres, notamment des arbres fruitiers pour que la nourriture soit de proximité? Est-ce qu'on pourrait utiliser nos jardiniers municipaux pour faire du bio et nourrir dans nos cantines? Ou est-ce que ça a un impact complètement négligeable et plein d'inconvénients que je ne vois pas? J'aurais vraiment voulu avoir des idées concrètes. Un autre état des lieux sur les communes de l'Ouest, vous avez nombre d'espèces de lotissements mais gigantesques. Au PEC, il y a ce qu'on appelle Grand Champ, c'est 500 maisons, qui sont fermées. C'est-à-dire que nous n'avons plus une ville passante. Vous avez une ville comme aux États-Unis, propice à la voiture, parce qu'il est interdit aux modes de circulation douce de prendre au plus court pour faire leur chemin. Et c'est vrai pour Grandchamp, qui est un truc de maison privée, mais c'est vrai pour les immeubles aussi. Ce qui fait que vous pouvez avoir la piscine à 100 mètres de chez vous et avoir à faire 2 km pour y aller. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quand même des choix municipaux, fondamentaux, collectifs, au-delà de « je ferme ma fenêtre quand je mets le chauffage dans le bâtiment municipal », est-ce qu'il n'y a pas des choix, des leviers qu'on pourrait suggérer et qui soient super efficaces? Parce que là, je vous parle de petites expériences, de petites constatations. Mais donnez-nous des vrais leviers, parce que là, on est la tête dans le mur et j'ai vraiment le sentiment que, en fermant la fenêtre, je ne vais pas sauver la planète. On prend tout et après on verra. Encore la question de monsieur et après on va réagir. Ça marche, merci. Bonsoir, Romain Roland. Donc, je suis directeur général d'une communauté d'agglomération en Bretagne. 57 communes, 77 000 habitants, ce qu'on a appelé après les communautés d'agglomération XXL, issues de la loi NOTRe, parce que c'est une agglomération qui n'a pas de ville en tant que telle, mais elle a des territoires que vous connaissez sans doute, puisqu'elle réunit Guingamp et Paimpol, donc l'en avant de Guingamp, et puis le secteur de Bréa. Voilà, petite. Alors, je donne mon ressenti sur la note, et puis je ne sais pas trop dans le déroulé, mais on prend tout. Voilà. Alors, d'abord sur l'approche de la note par rapport à son intitulé, c'est-à-dire sur les communes, intercommunalités et l'action climatique, comment accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Je crois que la note, elle rentre dans l'aspect des outils et de l'évaluation qui est très pertinente, et je fais partie effectivement de ces intercos qui n'avons pas encore de plan climat, mais qui sommes en train de l'élaborer. Pour la simple raison qu'on ait effectivement la fusion de 7 communautés de communes, mais c'est pas le lieu. Je trouve que pour aborder le sujet, il aurait été intéressant d'amener la question de l'enjeu démocratique de cette question-là. Et je trouve que l'approche dans la note, finalement, va très vite vers une approche technocratique, au lieu de poser la question de l'enjeu démocratique. Et ce que je veux dire derrière ça, c'est que finalement, le choix qui est pertinent dans la note de poser la question des outils d'évaluation et donc de la mesure de l'impact, c'est la nécessité aujourd'hui de rendre compte de l'action publique, qui ensuite est développée mais qui n'est pas introduit en la matière. Et pour rendre compte, il faut effectivement être en capacité de dire ce que l'on fait, d'autant plus que vous le dites très bien dans la note, beaucoup de choses sont faites, mais finalement les collectivités locales sont aujourd'hui en incapacité de dire l'effet, l'impact, le résultat de ce qui est conduit. Mais à mon sens, c'est bien un enjeu démocratique pour rendre compte.
L'autre élément que je trouve intéressant, qu'il faudrait réussir à pousser, je crois, dans la note, c'est l'enjeu de l'exemplarité, qui est aussi un enjeu démocratique pour redonner confiance à l'action publique. Comment entraîner un territoire dans l'action et la lutte contre le changement climatique et la transition écologique si les premiers acteurs, que sont les acteurs publics, ne sont pas eux-mêmes exemplaires dans la gestion de leur patrimoine, vous avez bien posé le sujet, ou dans les politiques publiques qui leur sont directement en responsabilité. Et je trouve que là, il y a aussi quelque chose autour de la notion d'exemplarité à développer en la matière. Et puis après, 2 éléments au-delà de l'introduction sur la note, sur le citoyen et la place du citoyen dans la question. Je suis surpris qu'au final, ça c'est dans la note, page 27, vous parliez du citoyen en amont des projets ou l'associer à la décision, mais je n'ai pas retrouvé d'éléments aussi explicites que ça sur le rôle du citoyen, de l'usager, de l'habitant, dans l'évaluation même. C'est-à-dire que vous partez de la notion d'indicateur, d'impact, etc. Mais finalement, la place du citoyen, elle ne se retrouve pas in fine. C'est-à-dire que vous proposez, c'est intéressant, de rendre compte finalement, et d'aller plus loin que les rapports de développement durable ou l'ensemble des plans. Mais je pense qu'il y a une étape supplémentaire sur la façon dont l'usager, l'habitant, le citoyen est lui-même acteur de l'évaluation. Et je pense que il se trouve là demain l'enjeu démocratique. Il est plus temps en amont, de l'associer en amont des projets. Il faut le développer, mais je crois que le réel enjeu, il est de le rendre acteur de l'évaluation de l'action publique. Et puis dans la note, je pense qu'il y a un élément qu'il faut réussir à introduire, je pense, pour jouer sur l'acceptabilité du sujet, c'est qu'on retrouve assez peu l'enjeu finalement social de ces choix-là. Et donc dans la mesure de l'impact climatique ou de l'impact de réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est en quoi, pour renforcer la décision politique, la décision publique, il y a aussi un enjeu social, un enjeu autour de revenus, un enjeu autour de la lutte contre la précarité énergétique, par exemple. Et c'est vrai que la précarité énergétique, je ne l'ai pas forcément retrouvée en tant que telle dans la note. Elle concerne autant les agents publics, d'ailleurs, que les citoyens d'un territoire. Juste un mot par rapport à la salle d'à côté. En fait, il va falloir être très tolérant parce qu'elle a remise des diplômes du brevet. Ah. Donc voilà, les générations futures... Je pensais que c'était Guignol, en fait. Il arrive. Quelques années. Oui. Non, on entend bien que ce sont des cris d'adolescents. Donc, merci à toutes et tous pour... encore une question, monsieur. Et ensuite, on va peut-être répondre à vos intervenants. Bon, allez-y. Bon, oui, je voulais... mon commentaire va un peu dans le sens de ce qui a été dit. Je trouve que dans la note, là, vous arrêtez trop, effectivement, au rôle d'action directe sur le patrimoine communal, sur un certain nombre de choses comme ça, et que l'aspect qui a été souligné d'ailleurs d'entraîner l'ensemble des acteurs, qui est vraiment une action fondamentale. Enfin, je suis moi-même conseiller municipal et vraiment c'est une action fondamentale pour les mairies d'essayer d'entraîner l'ensemble des acteurs, des particuliers, mais les artisans aussi qui interviennent dans l'isolation, tout le tissu industriel qu'il faut essayer d'emmener dedans. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Et je dirais, bon, on a parlé de l'exemplarité qui... une des manières d'entraîner les gens, c'est vraiment non seulement d'être exemplaire, mais de faire des vrais bilans sur les opérations qui ont été faites. Je pense par exemple, la mairie a fait une isolation par l'extérieur de la maison pour tous. Je crois que c'est très facile de dire aux gens, ben voilà, ça a coûté tant, y compris parce que je crois qu'on s'y retrouve quand même, montrer qu'on s'y retrouve quand même in fine, compte tenu des subventions, compte tenu d'un certain nombre de choses que l'on s'y retrouve. Voilà, on consommait tant avant, maintenant on consomme tant, ça nous a coûté tant, et les gaz à effet de serre étaient tant avant, ils sont tant maintenant. Je crois que c'est très important de montrer des choses comme ça. Quand on met des capteurs solaires sur une école, c'est très bien, mais si tout le monde s'en fout et les regarde simplement les capteurs solaires, ça sert, je veux dire, pratiquement à rien. Mais montrer qu'effectivement les capteurs solaires, ça impacte le bilan en gaz à effet de serre, que ce soit d'ailleurs des capteurs thermodynamiques ou des capteurs, je veux dire, thermiques ou des capteurs photovoltaïques, ça impacte le bilan et c'est important de le montrer. Il ne faut pas simplement les mettre et puis après que ça joue au niveau statistique sur la ville. Il faut montrer qu'une réalisation impacte, c'est comme ça qu'on va entraîner les gens.
Merci donc à tout le monde pour ces commentaires et suggestions. Géraud, tu veux réagir? Quelques réactions, mais moi je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites et je vous encourage vivement, en particulier sur l'aspect citoyen. Je suis assez d'accord sur le fait que la note est très perfectible sur ce sujet et que moi je suis d'accord avec les interventions et que la vraie logique c'est ça. Je pense à titre personnel que nous sommes vraiment dans une phase, pour répondre peut-être à monsieur, nous sommes vraiment dans une phase de bascule. Je crois qu'on pourra dire, quand on regardera l'évolution historique, que l'année 2019, du point de vue climat, a été une année de bascule de beaucoup de points de vue. Du point de vue évidemment de la réalité des phénomènes observés, qui sont quand même très spectaculaires, du point de vue de la perception qu'ont les gens de ces phénomènes, maintenant ils lient pratiquement systématiquement au climat, du fait que plus personne ne conteste aujourd'hui la réalité des changements climatiques, de la mobilisation de toute une série de secteurs de la société pour que ça aille plus vite, et tout ça se traduisant un peu ou prou dans des résultats électoraux divers et variés, et obligeant donc les élus locaux à prendre en main de manière extrêmement résolue ce sujet, et vous avez raison monsieur, à prendre en main et à essayer d'entraîner la population, et tout l'objectif de la note, même si en effet il y a des côtés un peu technocratiques, mais c'est bien l'objectif de la note, mais qui pourrait être davantage souligné, et moi je vous encourage vivement à proposer des rédactions qui permettent de mieux prendre en compte ça, parce qu'en effet, ça doit être l'objectif. L'objectif est bien celui-là. Alors la deuxième chose, je voudrais rebondir sur l'idée de est-ce que le name and shame s'applique aux collectivités et est-ce qu'elles peuvent et doivent fixer leurs propres objectifs. Alors moi, je suis un décentralisateur forcené. Donc je suis d'accord sur l'idée qu'il faut qu'elles fixent elles-mêmes leurs objectifs, et c'est vrai que un objectif d'autonomie énergétique, un objectif d'efficacité énergétique, un objectif de développement de l'énergie renouvelable, de toute façon, on sait que ça va dans le sens des émissions des gaz à effet de serre. Mais j'ai plutôt tendance à penser, mais c'est un avis personnel, et on verra si on rédige une partie d'un bout de la note là-dessus, j'ai plutôt tendance à penser que ça doit venir en plus de la mesure des gaz à effet de serre. La mesure des gaz à effet de serre, elle a quand même une importance majeure, quoi qu'on en dise, parce qu'au bout du compte, c'est quand même ça. Alors, je ne résume pas du tout l'action sur l'écologie et l'action climatique, hein, et il y a toute une série de choses importantes, mais quand même, la mesure, c'est ça. Hein. Et alors qu'il y ait ensuite une volonté de s'approprier un objectif et de le mettre en avant, moi, je trouve que c'est excellent. Mais je trouve que, parce que quand on réfléchit un tout petit peu, si on n'a pas le name and shame, on n'a pas grand-chose comme outil pour essayer d'accélérer les choses, hein, parce qu'on n'a pas de contraintes. On voit dans la note, pour moi ça a été très spectaculaire, à quel point les contraintes réglementaires, on peut toujours s'amuser et dire on va réglementer toute une série de choses. Si c'est pas appliqué, c'est pas appliqué. Hein. Bon, donc là, qu'est-ce qu'on fait là, par exemple? On sait que c'est pas appliqué sur un certain nombre de choses. Alors peut-être qu'en effet, il y a des éléments qui sont moins applicables que d'autres dans le dispositif, mais quand même, c'est révélateur du fait que les obligations ont tendance à pas très bien marcher. Ensuite, le name and shame, lui, il marche pas non plus formidablement, mais enfin au moins, il existe. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pas grand-chose. Donc, je pense que l'effet de levier, quand même, et l'idée qu'il y ait une mesure et que les gens s'approprient la mesure, moi, me paraît personnellement relativement importante. Et je pense que, contrairement peut-être à ce qui a été dit, que non, c'est plus un sujet lointain pour les gens. Et la preuve, c'est que vous allez voir, les programmes électoraux, etc., vont être tous pleins de l'action climatique, etc. Encore faut-il qu'ils soient, et c'est ça notre message, et c'est pour ça qu'on va essayer vraiment de faire connaître cette note, et encore faut-il que ça soit pris en main de façon entraînante de citoyens, que les gens voient où on va. Et je pense que là aussi, on est à un point de bascule, c'est-à-dire que pendant de longues années, les gens ont pu se satisfaire d'un catalogue d'énumération de projets intéressants, en disant c'est formidable, ma commune c'est des tas de choses, etc. Je pense qu'on n'est plus tout à fait là. Et qu'il y a toute une série de gens qui se disent oui, mais c'est vrai, ils font des choses bien. Sous-entendu parfois, ils le montrent un peu plus que ce qu'ils ne font en réalité. Bon, mais quel est l'effet concret? Bon, voilà. Et je pense que de plus en plus, on est peut-être un peu en avance en disant ça, mais je pense que de plus en plus, les acteurs de la vie économique, de la vie politique, etc., seront obligés de répondre à cette demande des citoyens. Qu'est-ce qu'on fait? Quel est véritablement le résultat de votre action?
Voilà, moi sur le reste, alors simplement sur la remarque, je le redis parce que je redis que la fabrique écologique ne rentre pas dans des jugements sur telle ou telle collectivité. C'est la condition pour qu'on travaille sereinement. Et on est très content depuis 5 ans ou 6 ans parce que on travaille sereinement avec des gens, des responsables politiques de tous bords, et avec des chefs d'entreprise, avec des ONG, avec des citoyens, vous tous. Et on pense que c'est la condition pour qu'on essaye de dégager des choses intéressantes. Ça ne nie pas, absolument pas, ensuite, le débat politique qu'il peut y avoir. Évidemment, ensuite, il y a des débats politiques tout à fait légitimes, tout à fait normaux. Chacun a ses avis. Ils sont très différents au sein de la fabrique écologique, mais ensuite, chacun peut exprimer ses avis. Mais dans le cadre de la fabrique écologique, nous essayons de faire un travail en commun pour essayer de faire avancer ça. Et ensuite, chacun prend ses décisions, ses avis. Et peut-être que ce que vous dites est tout à fait justifié. Je ne conteste pas. Je connais pas l'Ouest parisien, donc je ne conteste pas. Mais vous voyez ce que je veux dire. On n'est pas tout à fait à on n'est pas tout à fait dans cette démarche. Et on pense qu'on est utile, à tort ou à raison, en ayant cette démarche, même si on sait que c'est une démarche qui est limitée. Parce qu'ensuite, il faut que le débat politique, évidemment, ait lieu. Je vais essayer de donner plutôt des exemples pour mettre dans la besace des possibles, et ne pas trop réagir autrement. Mais juste effectivement, le CO2, enfin, ou les gaz à effet de serre, c'est vraiment, c'est ce qui permet de savoir si on a un budget à l'équilibre. Donc c'est la monnaie, c'est comme les euros. Mais ça définit pas l'objectif, la trajectoire. Donc c'est vraiment ça. Il faut avoir toujours les deux. Mais bien sûr qu'effectivement, les gaz à effet de serre, c'est notre c'est ce qui nous permet de mesurer où on en est, et c'est ce qu'on doit équilibrer. On a un chiffre limité, et donc c'est très important de savoir où on en est. Donc en termes d'enjeux et aussi d'exemples, déjà je suis super ravie de savoir que Display continue à être utile, que la Convention des maires continue à être utile, parce qu'effectivement il existe quand même des outils qui sont là depuis juste 10 ans, qui permettent aussi de voir un petit peu sur le temps long comment ça évolue, et qui sont des outils qui continuent à aider au jour le jour. Maintenant, il y a sûrement d'autres outils à développer. Je pense à un outil actuellement qui a été développé par une entreprise belge qui s'appelle futureproofed.eu, et ça c'est vraiment très très intéressant parce qu'ils ont eu la capacité en fait de modéliser et de mettre toutes les mesures municipales possibles dans le contexte belge, qui sont en train d'ailleurs de traduire pour un certain nombre de collectivités françaises avec l'ADEME, comment on traduit concrètement une action de la municipalité en CO2 évité, en CO2, mais vraiment de façon un peu plus poussée, c'est-à-dire que quand on construit, il y a du ciment, quand il y a du ciment, il y a du CO2 qui est émis, etc., etc. Donc justement pour vraiment aider, et l'outil qui a été développé, mon point, ce qui est intéressant, c'est que c'est fait pour créer une communauté et être ouvert aux citoyens de la collectivité pour qu'ils puissent voir, qu'ils puissent proposer d'autres actions, réagir. Donc c'est très très interactif avec les citoyens de la collectivité. C'est assez poussé, et je pense que ça c'est un outil possible. Un autre outil qui est comment embarquer quand on a justement des mesures sur de panneaux solaires sur les bâtiments, etc. Ça, c'est un projet espagnol qui s'appelle 50-50, écolocal, et qui fonctionne, mais à chaque fois, qui a pour objectif vraiment de réduire la consommation des écoles, et qui ne travaille quasiment que avec les élèves, en fait. Et en expliquant le deal très simple, mais ça va vraiment, y compris de la maternelle et des écoles primaires. Le deal, il est très simple. Toutes les économies que fait cette école, 50% de l'économie, donc ça peut coûter, les économies peuvent coûter, il faut mettre des panneaux, etc. Enfin, il faut isoler. Mais toutes les économies que fera l'école, 50% vont pour des projets qui sont choisis par les enfants. Ils ont donc un fonds d'économie. Ce fonds, mais quasiment 100% du temps, ils achètent jamais des nouveaux jouets, ils mettent des panneaux solaires, ils réinvestissent directement dans plus d'isolation. Et ça, c'est vraiment
un facteur. D'abord, c'est beau, et en plus, ça fonctionne parce que bien sûr, les enfants en parlent à la maison, etc., etc., etc. Et c'est quelque chose de relativement simple qu'il faut juste accepter, parce que ça veut dire que la collectivité, elle peut investir dans de la rénovation, mais qu'elle ne va pas avoir tous les bénéfices. Donc ça, c'est parfois pas forcément simple. Un autre exemple que je voulais donner et qui vraiment pousse, parce que pour moi, l'enjeu des municipales l'année prochaine, c'est vraiment le changement de posture de la collectivité. Donc nous, on est un réseau de collectivités. Je trouve que les collectivités, elles sont en général beaucoup trop timides et qu'elles peuvent vraiment aller beaucoup plus loin que faire un PCAET ou une stratégie. Elles doivent absolument devenir acteurs du système énergétique. Elles doivent produire de l'énergie, la vendre à des... Parce que ça va être possible, parce qu'il y a une directive européenne sur laquelle on s'est beaucoup battu, qui va permettre à des collectifs de voisins de vendre leur énergie à côté, en direct, de co-investir sur le toit de la mairie, etc. Et donc là, il faut vraiment changer la posture pour avoir un vrai partenariat qui peut être aussi un partenariat économique. Donc il y a des multiples formes qui sont possibles. On a justement publié un recueil de tout ce qui est possible de faire maintenant avec cette nouvelle directive européenne. Et le dernier exemple, c'est l'exemple de la ville de Louvain en Belgique. Donc Louvain en Belgique, en République flamande, non, région flamande, Leuven. Ils ont, eux, un projet de territoire qui s'appelle Leuven 2030, sur lequel ils ont embarqué absolument tout le monde, qui ne s'appelle pas neutre en carbone, qui s'appelle rien du tout par rapport au climat, mais qui est un projet justement pour se mettre sur une vraie trajectoire de neutralité carbone en 2050, et qui embarque sur 13 projets, qui a créé des clusters d'acteurs, d'alliances, qui sont différents, parce que parfois il faut l'université et puis le secteur de la construction. Parfois il faut mettre tous les commerçants ensemble et puis les étudiants. Parfois il faut mettre la mairie avec les commerçants, parce qu'en fait ils ont des demandes très concrètes de comment est-ce qu'on peut être approvisionné dans une ville où il n'y a plus que du vélo, etc., etc., etc. Donc ils sont allés vraiment dans la grande complexité, mais grosso modo ils investissent dans un total nouveau partenariat avec les habitants, avec les acteurs économiques, avec les acteurs de la recherche sur leur territoire. Je m'arrête là, il y a beaucoup d'autres choses, mais je vais juste devoir partir, peut-être avant la fin, je voulais vous prévenir, parce qu'il y a peut-être un moment où je vais partir, et voilà. Merci beaucoup. Beaucoup de mains se lèvent. Peut-être on va faire parler d'abord ceux qui n'ont pas encore... Allez, oui. Future-proofed. Je peux le passer à la fabrique, en fait. Oui. On vous donnera les coordonnées. Alors j'en profite pour vous dire, madame, je crois, sauf erreur de ma part, qu'il y a maintenant une aide aux bicyclettes électriques à l'échelle de la région Île-de-France. Ah, voilà. Et dans une espèce de guéguerre, justement, de marketing territorial. Bref, je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Mais en tout cas, donc, vous aurez peut-être une aide bientôt pour un vélo électrique. Oui, bonjour. Moi, j'habite dans l'ouest parisien, à 1 heure de Paris. Et nous sommes dans le département des Yvelines, dans la plus grosse communauté urbaine de France qui fait 73 communes et 400 000 habitants. Donc elle a eu beaucoup de mal à se mettre en route depuis sa création début 2016. Et du coup, les outils à leur disposition, comme le PCAET, effectivement, sont un petit peu passés à la trappe, en tout cas à la fin de l'année dernière, comme la plupart des autres intercommunalités. Ils ont bien fait un PADD, un programme d'aménagement durable, et puis ensuite ils se sont lancés dans un grand PLUI. Alors le PLUI sans le PCAET, c'est un petit peu la charrue avant les bœufs quand même. Bon, nous en tant que citoyens, on était plusieurs associations environnementales et en fait on a réussi à fédérer plein d'associations liées à l'environnement d'une manière ou d'une autre. Alors
Il y a beaucoup d'associations différentes les unes des autres. Certaines, c'est juste contre un projet. D'autres, c'est je sais pas, pour la forêt, etc. D'autres, c'est pour l'environnement en général. D'autres, pour la biodiversité. Et finalement, on se réunit une fois par mois. On a réfléchi en tant que citoyen à ce qu'on pouvait proposer à cette communauté urbaine. Et on leur a fait une liste on a essayé d'éviter un peu la liste à la Prévert, mais enfin en tout cas on les a pas mal sollicités et suscité leurs réactions. Ça les a beaucoup agacés au début, mais disons qu'on essaye de le faire gentiment, enfin pas tous, mais on essaye quand même d'être assez gentil, parce que sinon je pense que ça n'avance pas. Et donc je crois que ça c'est quand même un bon outil de mobilisation des élus. Et précédemment, moi j'avais vu tout à côté de chez moi, sur la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, un travail sur l'agenda 21 avec les citoyens qui a donné d'excellents résultats. Ça leur a permis vraiment aux élus d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Par exemple, le zéro pesticide, ils l'ont fait il y a une douzaine d'années. Quand on leur a dit que c'était pas la peine de réduire, il valait mieux tout arrêter, ils ont tout arrêté. Ça les a beaucoup aidés. Donc je pense que la mobilisation citoyenne peut aussi s'appuyer sur le tissu associatif qui renforce le tissu de politique locale. Voilà, c'est juste un petit témoignage. Merci beaucoup. Mademoiselle. Oui, bonjour. Donc moi, je voulais apporter un regard un peu de terrain, entre guillemets, parce que je travaille dans un bureau d'études et j'accompagne des plans climat et autres stratégies énergie. Donc déjà sur l'outil PCAET, pardon, je voulais juste remettre en perspective ce que vous avez dit, parce qu'effectivement, il n'y a que 30 PCAET déposés, mais il faut savoir qu'il y en a plus de 700 qui sont lancés sur les 730 obligés, dont 100 qui sont volontaires à peu près. Enfin, on essaye de tenir les comptes, hein, mais du coup, bon, ça c'est quand même relativement positif, et on peut expliquer le retard qui est effectivement là par le manque d'outils, de moyens, les observatoires des données qui ont mis du temps à se mettre en place. Et puis donc sur le côté regard de terrain, je voulais aussi partager les conclusions que vous faites dans le rapport, simplement en mettant l'accent sur 3 leviers d'action que nous on constate auprès des élus. Donc on accompagne plutôt les territoires semi-ruraux, et enfin pas trop les grosses métropoles. Et les 3 leviers d'action qu'on voit, c'est la formation en premier lieu des élus, parce que les élus auxquels on s'adresse dans le cadre du plan climat, qui au-delà de l'obligation réglementaire, représente l'occasion de parler de ces sujets-là, qui est vraiment, pour certains élus, la première fois qu'ils le font. Et voilà, on a des élus qui savent pas du tout ce que c'est le réchauffement climatique, non pas qu'ils soient climato-sceptiques, mais tout simplement ils ne savent pas, qui croient que mettre des panneaux solaires, ça réduit les gaz à effet de serre, bon, des choses comme ça. Donc la formation des élus et des citoyens pour que justement il y ait derrière des co-constructions à mettre, et que ce soit une co-construction pendant la phase d'élaboration, mais aussi derrière, comme certains l'ont suggéré. Nous, on voit sur certains territoires du suivi participatif, vraiment des citoyens qui sont impliqués dans le suivi des actions, dans l'évaluation. Et donc ça marche vraiment auprès de petits territoires également, hein, pas que les grandes villes qui ont les moyens aussi de le faire. Deuxième levier d'action, les moyens justement, je trouvais ça intéressant parce que vous dites que les propositions se font au moyen constant, enfin à moyen constant et adapté donc à ce que les collectivités ont. Donc effectivement, hein, je suis d'accord qu'il faut raisonner dans un premier temps par là, hein, et derrière bien sûr demander des moyens supplémentaires, mais il y a aussi des arbitrages à faire en interne, et ça on le voit sur des collectivités qui se mettent à réfléchir à leur budget, justement des budgets sur le tourisme, sur la mobilité, qui sont aujourd'hui incompatibles avec un plan climat, et elles se posent la réflexion de se dire effectivement j'ai un plan climat d'un côté, et c'est absolument incompatible avec mon PLUI, enfin mon plan d'urbanisme, mon plan de déplacement, et du coup je vais faire des arbitrages et je vais raisonner à moyen constant, mais avec une sortie de la logique de l'investissement aussi, en investissant plutôt dans du fonctionnement, dans de l'animation territoriale. Donc ça c'est aussi des choses qui se passent, donc pour rassurer certains sur les demandes d'action. Voilà, et la troisième chose, c'était juste sur la cohérence, parce que je voulais réagir sur
sur le fait que vous disiez les citoyens, c'est important. Je partage évidemment ça, mais je pense qu'il ne faut pas tomber dans la dichotomie entre l'action des collectivités ou l'action des citoyens. Évidemment, les deux sont nécessaires et je pense que les citoyens ont aussi besoin d'une action cohérente de la part des collectivités parce que certes, ils utilisent au quotidien leur voiture, mais derrière, c'est des logiques d'aménagement qui datent de plus d'un demi-siècle. Et donc là-dessus, les collectivités ont aussi la main. Donc je pense que la cohérence, c'est important de le rappeler dans le cadre d'une analyse telle que vous l'avez faite. Merci. Merci beaucoup. Monsieur ? Oui, simplement, vous avez aussi mentionné un projet européen. J'ai eu du mal à bien noter le nom. Est-ce que vous pouvez le répéter, s'il vous plaît ? Ça dépend, donc j'en ai 3. Il y a le projet espagnol qui s'appelle Ecolocal, c'est pas celui-là. Leuven 2030. Leuven, c'est comme Louvain, donc c'est Louvain 2030. Ça, c'est la ville, c'est une capitale verte en fait de cette année. Et le troisième, c'est Future Proofed, donc c'est Future Proofed. C'est comme Waterproof. Future Proofed. Voilà. Très bien, merci. Oui, j'aurais souhaité savoir comment vous abordiez le problème de la précarité énergétique. Et par exemple des bailleurs sociaux et face quand même actuellement aussi il y a un contexte économique qui n'est pas forcément favorable. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Un contexte économique pas favorable ? Non, mais je comprends pas en fait. Ah oui, d'accord, oui. J'entends. Oui, je crois qu'en demandant aux collectivités de faire des PCET, on a sauté une marche. Et on a oublié de leur donner des outils méthodologiques simples pour faire des suivis d'énergie, de leur consommation dans les patrimoines communaux ou les établissements publics. Bon, moi je travaille dans ce domaine depuis 40 ans, je suis catastrophé parce que je ramasse, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un tableur Excel où on suit les consommations année par année de carburant, de chauffage, d'électricité. Je suis tout à fait d'accord avec vous, madame. Et donc il suffirait effectivement d'avoir quelques outils simples. Et puis après, on pourrait passer à l'étape suivante, parce que c'est vrai que la neutralité carbone, c'est un concept complexe pour les citoyens lambda et même pour l'élu. Moi, j'ai accompagné une centaine de communes et je fais des centaines de réunions. On ne parle jamais du bilan carbone. On aborde le problème des réseaux de chaleur à biomasse par 10 ou 20 entrées. Et c'est moi qui dis, mais attention, l'effet de serre, là, je fais mon petit arbre avec la fixation du CO2, l'émission, on est neutre, etc. Réexpliquant, mais jamais personne ne pose la question, quoi. C'est trop complexe, c'est trop abstrait. Il faut partir vraiment du niveau des consommations basiques et expliquer point par point par la conversion. Je crois que c'est trop compliqué aujourd'hui pour que ce soit pour que le citoyen s'approprie vraiment ce concept et cette démarche si on repart pas vraiment du ras des pâquerettes. Moi, je rebondis sur ce que vous venez de dire parce qu'au niveau de l'énergie, c'est quelque chose qui est souligné dans la note, même si ça coûte peut-être pas encore assez cher l'énergie pour que ce soit rentable rapidement de faire certains types d'investissements, que ce soit au niveau d'une commune ou d'un particulier. Néanmoins, ça pèse quand même les consommations d'énergie dans le budget des communes. Et donc, de la même façon que monsieur disait, il y a 3 choses qui font avancer les citoyens, dont l'argent. Les communes aussi, ça devrait quand même être une motivation suffisante pour mesurer. Et plus la commune est petite, si je me souviens bien ce qui est dans la note, plus proportionnellement les dépenses énergétiques pèsent lourd dans leur budget. Moi, je vais faire une deuxième remarque là, sur la note. En fait, dans la note, vous proposez 3 points. Le deuxième point, c'est un débat annuel. On va y venir justement aux propositions, en fait. C'est ce qu'on va aborder maintenant. Et pour arriver à un 3e point, qui est la question de proposer de la rénovation et du solaire, je me disais, puisqu'on parlait du citoyen, je me disais, est-ce qu'on ne pourrait pas proposer un 2 bis ou un 4e point, tout ça, qui serait en fait une espèce de dispositif d'ingénierie ou d'intelligence collective pour se dire finalement, peut-être que quand on est dans le nord, à Lille, ou quand on est dans le sud, à Bayonne, peut-être que les solutions ne sont pas forcément les mêmes en termes de rénovation ou de solaire, et qu'on peut imaginer qu'il y a des solutions localement qui sont peut-être avec une efficacité climatique plus importante en fonction des territoires. Et il peut y avoir une démarche un peu d'ingénierie, encore une fois, démocratique, qui vise à identifier les solutions qui sont les plus efficaces localement. Merci à tous. On va passer à la phase de présentation des propositions, mais vous pourrez réagir. Vous pourrez réagir ultérieurement.
Non, je voudrais juste réagir sur le côté un peu économique. On a dit que ça rapportait pas, ça coûtait finalement et que l'investissement n'était pas rentabilisé, etc. Ça dépend comment on mesure le retour d'investissement. En particulier, si on continue à raisonner un peu en silo, comme ça a été dit, on a du mal effectivement à équilibrer les comptes. Mais j'ai vu une étude anglaise très intéressante sur la précarité énergétique. La précarité énergétique coûte très cher à la collectivité. Mais c'est des frais sociaux, c'est des retards scolaires, c'est une série de choses de ce genre. Et finalement, l'étude disait que l'isolation des bâtiments coûtait moins cher que le coût de la précarité énergétique. Vous voyez, donc, si on fait les calculs de manière un peu globale, si on va au-delà des cloisonnements, on trouve des intérêts. Alors pour le particulier, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas un retour directement, mais pour la collectivité, effectivement, à un niveau plus macro, il y a des retours très positifs. Donc, très rapidement sur la précarité. Pour la précarité, on pourrait avoir comme un principe de gestion publique, surtout au niveau national, que tout investissement dans la production énergétique, en particulier nucléaire, doit être... on doit mettre exactement le même montant d'investissement dans la réduction de la demande. Et d'un seul coup, on aura un très très beau fonds pour pouvoir financer la rénovation énergétique. Ça, c'est une blague, mais en fait, je pense que non, c'est pas tout à fait une blague. Il faudrait absolument, systématiquement, investir autant dans la réduction de la demande qu'on investit dans la production, parce que justement, ça pourrait nous donner un prisme, autant dans le négawatt que dans le watt. Et il y a des exemples. J'étais dans une ville roumaine la semaine dernière et ils ont réussi à rénover les logements d'une ville qui a à peu près 100 000 habitants, un tiers des bâtiments en 10 ans. Ils ont réussi à faire un tiers des logements. Parce qu'il y avait les fonds structurels et que les fonds structurels ont été fléchés uniquement là-dessus et qu'ils ont massifié. Donc c'est possible. Juste un mot. Peut-être, oui. On vous les communiquera, mais on va peut-être passer quand même à la partie présentation des propositions pour essayer d'améliorer la situation qu'on a décrite en préambule. Un mot sur la précarité énergétique, puisque c'est un sujet, c'est évidemment pas le sujet de la note, vous l'avez compris, enfin le sujet direct de la note, puisque et la Fabrique écologique a déjà fait une note importante. Non, mais je suis d'accord, c'est un sujet, mais oui, vous avez raison, vous avez raison. Oui, mais je suis d'accord. Donc, proposer un amendement, tout à fait, on est tout à fait d'accord sur l'idée. La logique de la note, vous l'avez vu, elle est pas totalement sectorielle, mais je suis d'accord pour qu'on mette ce genre de choses. Enfin, je suis d'accord, le groupe en délibérera, mais ça me paraît en effet logique. Quelques mots sur les propositions. Et pour insister sur le fait que en particulier, la première proposition, conformément à ce que d'ailleurs plusieurs d'entre vous ont dit, elle est vraiment différenciée selon les communes. Et ça, c'est très important à dire. Je suis, moi, très, très convaincu par ce qui a été dit sur le fait que toute une série de petites et de moyennes communes, l'objectif doit vraiment être de suivre ces consommations de flux énergétiques, etc., comme ça se fait, et de le suivre sur plusieurs années et d'avoir des objectifs de réduction. Moi, je suis très convaincu que si déjà toute une série de communes faisaient ça, ce qui n'est quand même pas tout à fait insurmontable, qui est quand même et suivre en volume, par exemple, les consommations d'énergie, repérer dans son patrimoine. Et moi, j'insiste beaucoup. On insiste beaucoup, vous l'avez vu dans cette première proposition, sur le fait que le manque principal, me semble-t-il, c'est quand même les compétences directes de la collectivité. Parce qu'ensuite, on peut toujours reparler des émissions du territoire, ça a été dit, etc. Mais la réalité, c'est que les collectivités, elles sont responsables de leurs compétences, c'est-à-dire de leur patrimoine et de l'action qu'ils mènent par leurs services. Et aussi, au moins, sur ces compétences, les collectivités suivaient leur flux,
d'énergie, d'eau, en effet, d'autres flux. On peut penser évidemment à d'autres flux plus généralement, mais suivait ça et se disait on va faire un effort progressif pour les réduire, je pense qu'on aurait déjà beaucoup fait avancer les choses. Bon, et donc, je pense qu'il faut être assez pragmatique en effet. Alors, pour les grandes collectivités, vous l'avez vu, ce qu'on pense, c'est que, ce que le groupe pense, c'est que il y a quand même, pour le coup, et toujours sur ces aspects émissions des services municipaux, il y a quand même une obligation pour ces collectivités de mesurer année après année leurs émissions et de voir où elles en sont. Or, on a regardé quand même de près, y compris, c'est dommage que Claire soit partie, parce que y compris dans les grandes agglomérations, vous savez, dans les grandes agglomérations, il y a beaucoup les plans climat-énergie territoriaux initiaux, donc il y a élaborés il y a 15 ans. Ils portaient pratiquement tous, tout ça a été écrit dans la note, principalement sur les émissions des services municipaux. Et ils fixaient en particulier comme objectif une diminution de 20% des émissions de gaz à effet de serre. Vous savez, les 3 x 20, là, hein, qui était l'objectif européen. Beaucoup de collectivités ont repris. Ce serait intéressant que toutes les collectivités fassent un bilan, puisqu'on approche de 2020, fassent un bilan de leurs émissions, de leurs services municipaux. Et on a regardé un certain nombre d'entre elles, et je peux vous dire qu'elles ne sont pas du tout dans les clous. Voilà, pour simplement leur patrimoine et leurs services municipaux. Donc voilà, donc ça c'est la première proposition, moi qui me paraît importante, parce que je suis assez d'accord avec l'idée qu'on fait des plans, etc. C'est utile, les PCAET sont utiles, mais si déjà on s'intéressait à ce sujet basique, concret, qui répond aux compétences des collectivités, et si les différentes collectivités faisaient l'effort de se dire on va faire une trajectoire de diminution, on va en effet sensibiliser notre personnel sur l'utilisation du chauffage, on va en effet mettre des outils de régulation du chauffage pour essayer de diminuer la consommation, etc., etc., etc. Je pense qu'on avance ça déjà beaucoup. La deuxième proposition, vous l'avez vu, c'est cette idée qu'on ne débat jamais de l'ensemble des sujets climatiques dans une collectivité. Et donc, on propose qu'il y ait un débat d'orientation climatique qui soit, pour les élus qui sont dans la salle, ils connaissent bien ces mécaniques, qui soit juste après le débat d'orientation budgétaire, qui n'ait pas de vote, mais qui permette à la collectivité de se dire j'ai une discussion pour la programmation de mon budget sur les prochaines années. Ça, c'est le débat d'orientation budgétaire. Eh bien, j'ai le même outil, juste après, pour savoir en matière climatique ce que je fais et ma trajectoire dans les prochaines années. Et évidemment, avec évidemment une analyse, pour le coup, de la mesure, de l'endroit où ils en sont, et puis d'examiner sur les projets qu'ils ont, sur les investissements qu'ils ont, est-ce qu'ils ne peuvent pas, sur chacun des projets, avoir des projets qui soient le moins émetteurs en gaz à effet de serre. Il y a toujours des choix, hein, il y a toujours des possibilités de choix, mais qu'au moins on se pose la question à l'occasion de ce débat, est-ce que je fais une salle des fêtes ou je construis une école? Est-ce que vraiment j'ai réfléchi à la façon de faire au mieux pour rendre minimum les émissions de gaz à effet de serre de ce nouvel investissement? Bon, voilà, donc c'est assez simple, il n'y a pas besoin de l'État ou de qui que ce soit pour le faire. Nous, on souhaiterait beaucoup, évidemment, que cette idée soit retenue, soit popularisée et soit mise en œuvre, parce qu'on pense que, y compris vis-à-vis du citoyen, c'est extrêmement important qu'il y ait un débat annuel sur lequel on s'interroge sur l'action climatique dans une collectivité, ce qui aujourd'hui n'existe pas. C'est ce qu'on démontre dans la note. Aujourd'hui, y compris dans les grandes collectivités, vous avez un débat budgétaire avec un rapport sur le développement durable. Donc pour ceux qui connaissent un peu, vous égrenez les différents sujets, alors les transports, les ordures ménagères, etc. À chaque fois, il est démontré qu'il y a beaucoup de projets qui sont faits intéressants pour le développement durable, etc. Vous n'avez jamais un moment où on ne parle que de ça et où on se dit, voilà tout ce que je fais pour le climat et voilà ce que je pourrais faire en plus. Troisième et dernier point important, c'est que, ça a été dit sur les agendas 21, etc., on est obligé d'avoir une logique très forte, si on veut avoir une action cohérente, de transversalité. Or, on le sait, la logique de transversalité, on l'a observé en regardant, en enquêtant un peu dans les différentes collectivités, elle est encore insuffisante. Et on prend un seul exemple qui est révélateur. C'est l'exemple de la rénovation du patrimoine communal et du patrimoine, y compris des logements sociaux. Je ne sais pas si vous savez, on n'a pas voulu être trop méchant avec les collectivités, mais si vous savez aujourd'hui où en est le solaire sur les toits dans les collectivités, il en est pratiquement à zéro. Pratiquement à zéro. Et regardez les collectivités qui font des choses, qui essayent de faire des choses. Je ne cite aucun exemple, ils sont cités dans la note. Mais ce qu'ils font,
est encore très faible par rapport à ce qui pourrait être fait. Or, on le sait très bien, parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace, parce qu'il faut limiter l'artificialisation des sols, parce qu'on le sait très bien, il faut impérativement on développe le solaire sur les toits. En plus, les coûts diminuent très fortement, donc c'est le moment, c'est l'instant pour essayer de développer ça. Bon, et il n'y a pas d'articulation. De même qu'il n'y a pas d'articulation entre la rénovation des logements et, par exemple, le développement de chauffe-eau de chaleur, ou plus exactement, on développe un réseau de chaleur et ensuite on s'interroge pour savoir si on va pouvoir faire quel logement on va pouvoir faire à côté. C'est évidemment l'inverse qu'il faudrait faire. Il faudrait se dire, dans tel ou tel le quartier de logement social, on veut rénover l'ensemble du quartier, et bien posons-nous en même temps la question de réseau de chaleur pour y arriver. C'est la même chose pour la géothermie ou ce genre de choses. Bon, donc notre message, il est de dire, il n'est pas de dire à chacun, il faut que vous fassiez ça, ça et ça. Il est de dire simplement aux collectivités, faites en sorte, à chaque fois que vous rénovez vos bâtiments publics, sur le plan énergétique, ou que, y compris dans les logements sociaux, vous faites des grandes opérations de réhabilitation des logements sociaux, faites en sorte de vous poser systématiquement la question, comment on peut coupler cette rénovation énergétique avec le développement des énergies renouvelables dans la collectivité. Et honnêtement, on a été très frappés, moi j'ai été très frappé de voir à quel point ce raisonnement-là est encore très faible et très peu répandu, en réalité, dans les collectivités locales, en tout cas françaises, alors que c'est vrai que chez certains de nos voisins, elle l'est bien davantage. Et je pense que là, pour le coup, le message, qui est assez nouveau, je pense qu'il est important qu'il soit en effet porté, et j'espère que cette note arrivera à le porter. Voilà, 3 recommandations. On n'a pas du tout couvert, hein. Il y a évidemment toute une série de sujets au-delà de ces recommandations qu'il faudrait poser. Vous voyez bien, l'action climatique, c'est très vaste, hein. C'est la précarité énergétique, c'est les transports, c'est la rénovation énergétique des logements, c'est l'agriculture urbaine, c'est la végétalisation, c'est toute une série de choses. On n'a pas voulu rentrer dans ce niveau infra, parce que voilà, on ne pouvait pas faire un rapport de 300 pages, mais en tout cas, voilà un certain nombre de choses qui nous paraissent importantes et messages qu'on a envie de délivrer et qui sont soumis à votre appréciation et à vos critiques et à vos remarques. Voilà. Moi, j'avais une question à vous poser en tant qu'auteur de la note. Quand vous dites, quand tu dis, Géraud, que les grandes métropoles qui sont encore sur leur plan d'il y a 10 ans, qui étaient les 3x20 et ne sont pas du tout dans les clous, mais donc ça veut dire qu'elles mesurent et elles savent qu'elles ne sont pas dans les clous. Celles-ci. Celles dont on a vu qu'elles mesuraient, sur une mesure qui date parfois d'il y a 2-3 ans, et dont on se dit elles ne sont pas du tout dans les clous. Mais il y en a beaucoup qui ne mesurent pas. Mais je pense que si elles ne mesurent pas, c'est peut-être aussi qu'elles ne sont pas tout à fait dans les clous, si je peux me permettre. Mais celles qui savent qu'elles ne sont pas dans les clous, est-ce qu'elles en tirent des conclusions? Est-ce qu'elles infléchissent leurs actions? C'est un peu ça, parce que... Je ne donnerai pas d'exemple, mais pas vraiment. Honnêtement, on a regardé... Alors, on a regardé, qu'est-ce qu'on a... Je le redis, le champ de l'étude, hein, on a regardé toute une série d'expériences, de bonnes expériences. On avait chacun, vous avez vu, il y a quelques élus, donc on avait chacun aussi les connaissances qu'on pouvait avoir, et on a fait une étude systématique des 10 principales villes ou agglomérations françaises. Voilà, donc c'est ça, c'est le résultat. Peut-être que tout ce qu'on dit est fait ailleurs, hein. On n'est pas omniscient, on n'a pas fait une enquête auprès des milliers d'intercommunalités qui existent dans ce pays, donc peut-être que ça existe ailleurs, mais à notre connaissance, en tout cas, des uns et des autres, il y avait plusieurs élus dans le groupe, il y avait etc. On a nous-mêmes nos contacts divers et variés. À notre connaissance, ça ne se fait pas. Et l'autre point aussi, c'était sur le débat d'orientation annuel. Peut-être que ce serait l'occasion, pour reboucler avec l'histoire d'embarquer tout le monde, tous les habitants, etc., de construire un narratif à ce moment-là pour avoir un projet qui s'appelle autre chose que gaz à effet de serre ou je ne sais quoi, et qui soit suffisamment enthousiasmant pour embarquer toute la population. Alors, tu as tout à fait raison, j'aurais dû le redire, et là pour le coup la note mérite d'être complétée à mon avis, parce que c'est tout à fait l'objectif. L'objectif, c'est que ce débat rentre dans un narratif de la commune, de ce que la commune a envie de faire, et qu'elle associe pleinement ses habitants. Pourquoi pas que ce débat soit préparé avec une commission extra-municipale qui associe tous les habitants qu'ils souhaitent. Enfin bon, voilà, on peut imaginer des tas de choses, mais tu as tout à fait raison. C'est l'occasion de mobiliser, d'entraîner les citoyens dans cette démarche. Donc oui, c'était ma question. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter?
Juste quand Géraud parlait, il disait qu'on n'était pas omniscient, on ne pouvait pas savoir effectivement tout ce qui est fait en France, mais c'est justement révélateur. Quand on a fait nos recherches à nous, donc pour les métropoles, c'était facile de prendre les plus grandes métropoles, mais pour les petites communautés et intercommunalités, finalement, quand on cherche les bonnes pratiques ou les bons exemples du coup, dont on voulait s'inspirer pour la note, et ben finalement, c'est des exemples assez épars et isolés qui ressortent. Même sur le site, enfin, sur les sites principaux, il y a assez peu d'exemples de villes qui gèrent en transversalité la question climatique, etc. Il y en a quelques-unes, mais c'est assez peu mis en avant et on valorise essentiellement, par exemple, voilà, la rénovation énergétique d'une école avec des panneaux solaires, c'est mis en avant, mais c'est à notre sens, enfin, à mon sens en tout cas, pas assez creusé aujourd'hui et cette information-là pourrait être aujourd'hui plus valorisée sur les principaux relayeurs de cette information-là. Je confirme, on a fait le travail tout à fait, on a essayé tout à fait objectif, on a cherché partout. On a été un peu déçus parce qu'il y a plusieurs sites, etc. Je n'aimerais pas qui en effet répertorient les bonnes pratiques, mais au total, c'est quand même dispersé et on pensait qu'il y avait beaucoup plus de choses sur ces sites. Donc on a trouvé ça un peu, ça nous a interrogé dans la logique du name and shame. Name and shame, c'est aussi nommer et se comparer positivement, même si shame c'est négativement, mais on peut se comparer positivement aussi. Bon. Et on a été un peu étonné de voir que il y a sans doute une série de choses intéressantes qui se font et qu'on ne connaît pas. Voilà. Mais c'est un peu dommage que, en effet, les élus, les collectivités qui font des choses intéressantes ne fassent pas l'effort, parfois sans doute, de faire connaître leurs bonnes pratiques. Alors la parole est à nouveau à la salle. Vous aviez commencé déjà les uns les autres à toucher du doigt les propositions qui viennent d'être faites, mais comment vous y réagissez ? Oui, moi j'avais une question, enfin plutôt oui, une remarque par rapport à la proposition du débat d'orientation climatique que je trouve très intéressante. J'ai pas lu encore en détail le rapport, donc désolé si c'est évoqué dedans, mais je me demande pourquoi dissocier ce débat du budget climatique, vu que selon moi ce devrait être un seul et même vote, mais un vote éclairé justement, comme disait Madame Roumet tout à l'heure, si aujourd'hui il y a des outils qui permettent vraiment d'évaluer le poids climatique de chaque action publique, le vote budgétaire peut se faire justement à l'aune d'une évaluation par rapport aux conséquences de ces décisions. Et ça peut être aussi l'occasion pour la communauté de donner des comptes à rendre aux concitoyens qui voient vraiment, éventuellement de manière assez ludique, mais ça peut se faire de différentes manières. Vous évoquez un débat d'organisation avec les citoyens, mais ça peut être un outil qui permet vraiment de lire clairement le poids climatique des décisions publiques. Et je pense que c'est peut-être pas l'objet de la note aussi, mais voilà, il y a aussi l'enjeu de la biodiversité qui peut se mesurer aussi à l'aune des décisions budgétaires qui est à prendre en compte. Et d'après moi, c'est vrai que ça peut demander pas mal de préparation en amont, mais je suis peut-être pas aussi décentralisateur que monsieur, mais j'ai l'impression que ce type de système ne peut marcher que s'il y a un organisme public, éventuellement déconcentré derrière, qui vérifie ce type de budget et justement qui peut demander des comptes à rendre a priori. Mais bon, après ça, c'est un autre sujet. Voilà. Bonjour, Morgane Nicole, ICATCE, Institut d'économie pour le climat. Je vais faire quelques points d'attention et propositions pour compléter vos propositions. D'abord, pour commencer, côté ICATCE, on est tout à fait aligné sur ces propositions qui nous semblent tout à fait cohérentes. C'est important de pouvoir suivre et surtout de pouvoir de fixer une trajectoire pour savoir ce qu'il faut mettre en place pour parvenir à la neutralité carbone des territoires. Un premier point d'intention, c'est celui de l'importance de prendre en compte, d'aussi regarder le côté, ce qu'on appelle, je vais faire pas mal d'anglicisme, c'est un peu notre côté, mais le côté do not harm.
c'est important de regarder, de pouvoir mesurer, de pouvoir suivre les actions positives, les actions qui sont faites pour le climat, mais c'est aussi, et au moins aussi important, de regarder tout le reste, en fait, tout ce qui n'est pas regardé comme des actions climatiques, pour vérifier qu'on n'est pas en train, à côté, on fait des actions climatiques, et puis à côté, on fait des actions qui vont complètement à l'inverse, et qui finalement annulent les actions positives qu'on va faire. Par exemple, si d'un côté, une commune donne des subventions pour un aéroport, on peut se poser la question de est-ce que ces subventions pourraient pas être utilement utilisées pour plutôt faire des pistes cyclables, ou d'autres dépenses. Donc c'est important de pouvoir également avoir une vision beaucoup plus holistique, beaucoup plus systématique de l'impact climatique de l'ensemble des décisions budgétaires qui sont faites. Voilà. Et c'est une démarche que nous, on considère comme complètement complémentaire à la démarche de budget carbone. Et là-dessus, on est en train de travailler en ce moment avec 5 collectivités pour mettre en place un outil pour pouvoir faire cette partie qui est vraiment cette première évaluation plus générale sur l'ensemble du budget. Quelles sont les mesures, les mesures budgétaires qui sont favorables, quelles sont celles qui sont défavorables. Il y en a d'autres qui n'ont ni un impact vraiment défavorable, ni un impact favorable, mais en tout cas de pouvoir identifier les dépenses défavorables qui pourraient être utilement réorientées vers des dépenses favorables. Et un autre point d'attention, c'est faire attention, mais ça c'est globalement, très général, à ne pas penser que énergie quand on pense climat, et à penser aussi utilisation des terres, etc. Et de bien faire le lien entre PLU par exemple et PCAET, et de vérifier que dans le PLU, on n'est pas en train, quand on fait un PLU, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller complètement contre notre trajectoire climat. Merci beaucoup. Encore quelqu'un au fond? Ah, merci de vous lever parce que voilà, j'allais vous dire, on vous voit pas. Donc, merci. Bonsoir. Bonsoir. Simon Gaillard, technicien fluide dans une commune de l'Est parisien de 50 000 habitants. 20 gigawattheures par an, si je ne me trompe pas de zéro. 3 petites choses. Il faudrait que l'action municipale veille à ne pas tuer le gisement. L'exemple le plus puissant, le plus gros, c'est isoler avant de peindre, parce que sinon on en prend pour 10 ans. Et pour les ravalements, c'est la même chose. Ensuite, un exemple d'importance de l'action à l'échelle de la ville. Ce fameux photovoltaïque produit 3 fois moins au mètre carré que le solaire thermique, mais le photovoltaïque a déjà ça en réseau, tandis que le solaire thermique ne l'a pas. Donc ça peut être à l'initiative de la municipalité de créer un réseau qui puisse rendre rentable le solaire thermique. Et dernier point, un peu de prospective. Il ne faudra pas oublier que pour ceux qui créent des réseaux de chaleur, il faudra poser des réseaux de froid en même temps. Donc ça fait des grosses tranchées, on est bien d'accord. Merci. D'autres questions? Il y a beaucoup d'autres questions. Beaucoup d'autres questions. D'accord, on va réagir. Une deuxième série. Ok. Sinon, ça fait... C'est des commentaires, parce que toutes les remarques sont tout à fait pertinentes. Sur la remarque sur le budget climatique, pourquoi est-ce qu'on a proposé un débat d'orientation climatique? Parce qu'il nous semble que c'est adapté à tous les tailles de la collectivité, d'une collectivité. Et même une petite collectivité, toute petite, peut se dire je vais suivre mes consommations d'eau et d'énergie de ma salle des fêtes, etc. Et puis tous les ans, je vais faire un petit débat pour savoir où j'en suis. Vous voyez? Donc il n'y a même pas besoin de construire un budget climatique, etc. On voulait pas qu'il y ait des conditions de type un peu technocratique à ce type d'initiative. Parce que, encore une fois, ça nous paraît important qu'il y ait un moment dans l'action municipale tous les ans
où on réfléchisse, on délibère de façon globale sur ces sujets climatiques et pourquoi pas d'ailleurs biodiversité. Deuxièmement, sur A4CI et ses remarques, merci pour ces remarques tout à fait utiles et qu'on partage totalement. Donc on va, et en particulier, on va les réintroduire dans la deuxième proposition. C'était tout à fait notre objectif. Quand on propose un débat d'orientation climatique, c'est bien en effet pour traiter non seulement les projets de réduction de gaz à effet de serre, mais aussi les projets qui nuisent au gaz à effet de serre. Et puis c'était évidemment aussi pour traiter les sujets qui sont majeurs d'ailleurs, et qu'on ne traite nulle part en réalité, où il y a vraiment de réflexion sur l'aménagement du territoire, l'urbanisme et la façon dont on organise la ville. Je vous signale que dans le rapport, il y a une petite analyse de vos travaux. Je serais intéressé d'en un tout petit peu discuter de ce qu'on écrit avec vous après, si vous le souhaitez. Voilà, et sur... c'est tout, je crois que j'ai à peu près répondu sur... en tout cas, donner mon avis sur ces sujets. Oui, pour le photovoltaïque et le solaire thermique. Pour le photovoltaïque, non, mais je suis d'accord avec la logique générale qui a été indiquée. On n'a pas encore en France, c'est clair, le réflexe solaire, hein, pas vraiment, alors que les coûts diminuent fortement et qu'on est assez en retard sur ces sujets. Y compris dans les bâtiments neufs, hein, on n'a pas encore tout à fait ce réflexe. Il faut l'avoir systématiquement si on veut avancer, ça c'est sûr, à notre avis en tout cas. Moi, je voulais rebondir sur ce que vous aviez dit, madame, sur ce que vous faisiez dans les Yvelines, la façon dont les associations environnementales, en fait, avaient été un aiguillon par rapport aux élus. Et on entend aussi la façon dont les fonctionnaires territoriaux, les experts, les techniciens sont aussi un aiguillon par rapport aux élus. Et en fait, la question qu'on pourrait se poser, on pourrait peut-être faire une proposition là-dessus, c'est quand même, il y a un vrai sujet de formation des élus. C'est-à-dire que les élus sont rarement des aiguillons quand même sur ces enjeux, parce qu'en vous écoutant, d'abord, on réalise l'ampleur quand même de la culture technique qu'il faut acquérir. Il faut aussi écouter les citoyens. Et d'ailleurs, en vous écoutant, madame, je me disais que comme citoyenne ou comme personne d'une ONG ou d'une association, vous aviez développer une expertise. Mais cette question, on parle toujours des sciences citoyennes, mais moi je trouve qu'il y a quelque chose là dans la salle autour de l'idée d'une expertise citoyenne sur ces enjeux-là et qui devrait quelque part être assimilée ensuite par les élus. Et donc on a le sentiment, il y a comme s'il y avait trois sociologies différentes entre la sociologie des élus, celle des techniciens, celle des fonctionnaires spécialisés sur ces enjeux, qui ne sont pas l'ensemble des fonctionnaires communaux ou des fonctionnaires territoriaux. Donc moi, je trouve qu'on voit aussi l'ampleur des sigles qui sont abordés. Enfin, quand on lit la note, on s'aperçoit que c'est quand même tout un monde dans lequel il faut entrer. Alors j'apprécie qu'on parle de narratif, mais si le narratif pouvait quelque part devenir plus citoyen ou plus compréhensible, ou ça ajouterait rapidement à la dynamique, et y compris chez les élus, parce que les élus des petites communes, ils peuvent aussi avoir le sentiment que ce n'est pas pour eux. Donc je pense qu'il y a un élément peut-être de proposition, de formation, de sociologie. Quand on est dans une métropole, on a les moyens aussi de recruter des experts, des ingénieurs. Ce n'est pas le cas quand on est dans une plus petite commune. Et ça, cette différence de moyens, y compris de moyens humains et de moyens d'expertise, je pense qu'on pourrait insister là-dessus. Un mot, si l'animatrice, si tu le permets. Juste un mot. Il y a un des membres du groupe de travail qui a tout à fait dans cette ligne-là proposé qu'à partir de cette note, on fasse 2 pages destinées à tous les élus qui le souhaiteraient pour expliquer de manière très claire et très précise qu'est-ce qu'on propose et à quoi ça servirait. Et je pense qu'en effet, ce serait utile. Dans le même esprit, il y a une question qui est assez forte, c'est tout à l'heure, on a parlé d'émissions de gaz à effet de serre, ça se mesure, c'est simple, mais quel lien on fait avec la vie de tous les jours et les problèmes à traiter? Et ça, il y a une difficulté à voir qu'est-ce qui entraîne des émissions. Alors bien sûr, quand on a un chauffage, on voit très bien qu'il y a des émissions, mais quand on organise le transport, quand on organise les cantines, quand on organise le centre-ville, les centres commerciaux, les choses comme ça. Là, il y a des impacts peut-être plus importants et beaucoup plus structurants. Et on le sait très bien quand on fait l'exercice de son empreinte carbone. Même si on fait des efforts dans tous les sens, on voit qu'il reste beaucoup de choses. Et ce beaucoup de choses, c'est l'infrastructure. Et donc, il y a aussi cette intelligence à gagner sur les émissions directes et puis ce qu'on appelle les émissions indirectes et qui sont souvent aux mains
de ces plans à moyen terme des collectivités, et pour lesquels, par expérience, moi j'ai discuté avec ma mairie, ils n'avaient pas une idée que le PLU pouvait avoir un impact sur le climat. Vraiment aucune idée. C'était original de dire ça. Et je ne suis pas dans un monde égaré. Hein. Et deuxième, par rapport à cette note globalement, que je n'ai pas lu encore, mais j'ai apprécié un petit peu les contextes, pour moi, il y avait aussi un rôle de l'équipe municipale, c'est l'entraînement ou le fait d'animation d'une population. Et d'animation d'une population qui va faire des politiques climatiques. Donc, quelles sont les clés dont elle a besoin? Alors, j'ai entendu des bons points comme créer un narratif pour la collectivité, mais il faut que ce soit aussi un narratif pour les habitants. Donc, je crois qu'il y a aussi ce côté entraînement, vie collective qui serait assez intéressant de voir intégrer comme rôle de la commune. Par rapport au poids des infrastructures et des décisions d'aménagement plus structurantes dans le long terme, est-ce que précisément il n'y a pas un problème de temporalité et de hiatus entre les échéances électorales et puis celle des infrastructures dont vous parlez, parce que c'est un point qui est aussi décrit dans la note, et d'ailleurs on en a parlé, du fait que les élus ont besoin de montrer les résultats de ce qu'ils ont entrepris et d'essayer mieux de montrer les bénéfices pour les habitants. Mais typiquement, des projets d'aménagement, c'est sur une temporalité telle que ceux qui vont les engager ne seront certainement pas ceux qui vont en retirer les bénéfices, ou d'ailleurs peut-être le mécontentement de la population, mais dans un cas comme dans l'autre, ça ne pousse pas vraiment à prendre des décisions structurantes. Alors, c'est intéressant que vous signaliez cette temporalité. Bon, je pense qu'à ce moment-là, le rôle des élus, c'est aussi de construire ce futur. Et il y a aussi une autre question, c'est le fait de quel est l'organisme qui est responsable. Et effectivement, il y a des délégations dans les communautés de communes, etc. Donc il y a aussi cette articulation-là et savoir ce que l'on porte dans la communauté de communes quand on est dans une commune et éventuellement au-dessus. Donc ça, c'est vrai qu'il y a ces échelles spatiales et temporelles qu'il faut savoir jouer et qu'il faut savoir décliner, exprimer. Une question derrière. Ah, et devant aussi. Derrière. Là-bas. Ah oui, d'accord. Ça viendra. Chacun son tour. Quand on parle de transversalité, c'est vrai que moi, un point qui me paraît très intéressant, c'est justement de travailler sur l'idée du projet urbain. Alors, c'est pas forcément un truc qui doit se faire sur 20 ans, qui doit raser le quartier et le reconstruire. Ça peut être quelque chose justement qui vient s'ajouter, qui transforme le quartier par petites touches, ou enfin, voilà, on peut imaginer plein de choses. Mais l'idée, c'est de réunir des habitants et tous les acteurs finalement d'un territoire. Ça peut être toute une commune, mais sûrement plutôt un quartier. Et là, on peut se projeter sur du concret et de manière transversale assez facilement, je pense. Mais je voudrais avoir votre avis là-dessus. C'est juste un rappel, mais j'ai pas eu le temps de lire la note, je suis désolé. C'est sur le premier aspect du comptage, enfin du mesurage. Hein. À l'époque où on ne parlait pas encore de climat, mais on parlait d'économie d'énergie, c'est de la chasse au gaspillage, etc., enfin, il y a quelques années, il y a des communes qui avaient trouvé des réponses, en particulier en responsabilisant les responsables de chaque équipement, par exemple le gymnase, la bibliothèque, etc., au lieu que les factures d'électricité ou d'énergie en général aillent directement au secrétariat général de la ville, ça y allait peut-être, mais c'était identifié. Et quand il y avait des économies, il y avait un challenge, hein, et quand il y avait des économies, une partie des économies, au lieu d'aller au budget de la ville, point c'est tout, était répercutée un petit peu dans le budget de chacun des équipements. Par exemple, une bibliothèque pouvait acheter un peu plus de bouquins si elle avait réalisé beaucoup d'économies d'énergie. Donc il y a je pense, des pratiques qui ne s'appellent pas forcément climat, qui s'appellent bonne gestion aussi,
qui existent un peu partout et qu'ils ne doivent pas apparaître dans les plans climat, etc., dans tous les documents labellisés climat, hein, mais qui peuvent être réactualisés et reprises au titre du climat. C'est intéressant ce que vous citez là, parce que dans les entreprises, ils ont eu le même problème en fait. C'est-à-dire que c'est les frais généraux, et donc c'est pas du tout les occupants, enfin chacun d'entre eux, ou les managers qui en fait sont récompensés ou qui voient leur budget imputé en fonction de l'efficacité énergétique de leur service. Et que moi je pense qu'il y a énormément de bonnes pratiques de ce type. Vous voyez que tout le problème, et c'est d'ailleurs toute la fonction qu'on essaye de faire modestement à la Fabrique écologique depuis qu'on existe depuis 6 ans, tout le problème, c'est de savoir comment on généralise ça. Et comment on le démultiplie et comment on le généralise. Bon, parce que ça existe, hein, moi je suis d'accord, il y a des choses intéressantes qui sont faites, etc. Mais tout le problème est de savoir comment on entraîne la société pour généraliser ce type de bonnes pratiques. Et à notre avis, ça peut se faire par des idées concrètes, ça peut se faire par du narratif, ça peut se faire de... Voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la réflexion reste à compléter sur la façon dont on a parlé que le name and shame n'était pas non plus tout à fait mobilisateur, je conteste un peu ça, mais bon, c'est pas non plus forcément l'idéal. Bon, voilà, donc toute la réflexion, et je pense qu'il faudrait que chacun puisse l'avoir dans son cercle professionnel, etc., c'est de se dire, finalement, comment on fait pour que ces bonnes pratiques-là, et ça ne peut pas être uniquement l'effet d'imitation, voilà notre conviction, à nous, l'ensemble des gens qui travaillent, l'ensemble des réseaux d'experts, etc., je crois que c'est une conviction assez largement partagée, qu'on ne peut pas se dire simplement, on va permettre à chacun de regarder ce que fait son voisin, ou ce que fait une bonne pratique, et puis il va faire la même chose. Simplement parce que les problèmes sont différents dans les différents endroits, parce que voilà, la configuration est différente, et donc malheureusement, et puis parce qu'il y a des effets d'échelle qui fait qu'on ne traite pas de la même façon une commune de 50 habitants et puis une commune de 200 000. Bon, et donc on ne peut pas, c'est évidemment utile de connaître les bonnes pratiques, mais on ne peut pas uniquement se fonder là-dessus si on veut avancer plus vite et plus loin. En tout cas, c'est notre conviction. Très honnêtement, je n'ai pas la réponse. Il y a des très bonnes pratiques et des très mauvaises pratiques. Les bonnes pratiques, on les connaît tous. On se regroupe dans les mêmes associations, à Amorce, à la FNCCR, à l'Association des ingénieurs des villes de France, c'est toujours les mêmes qu'on voit. Et puis il y en a qu'on ne voit jamais. Et on ne sait pas pourquoi. Alors, il y a quelques bonnes idées. Bon, il y a une commune qui s'appelle Rochefort, qui a créé un référent énergie il y a 30 ans, qui a une pratique exemplaire, puis 1, puis 2, puis 3, qui a une pratique exemplaire. Alors, ils ont payé leur salaire et leur charge sociale dès la première année. Non pas parce que les économies d'énergie sont rentables, elles n'étaient pas plus à l'époque quand le baril était à 30 $ qu'aujourd'hui, simplement en renégociant les puissances souscrites des compteurs de la collectivité. Quand dans une collectivité vous avez 300 compteurs, vous êtes sûr qu'il y en a 10 qui ne servent à rien, puisque le bâtiment est inoccupé et qu'on paye la puissance, vous en avez 30 ou 40 ou 50 qui ont de la surpuissance. On estime qu'il y a des milliards d'euros qui vont aux fournisseurs d'énergie en surpuissance électrique payée. Donc ça, c'est des économies, non pas d'énergie, mais des économies financières. Mais là, le maire, il est content que son service s'auto-équilibre et il peut investir dans les économies d'énergie moins rentables. Mais comment transposer ça à d'autres collectivités? Ça, Président, je ne le sais pas. Et je me pose autant la question que vous. Comment ça se fait qu'on voit toujours les mêmes et que certains sont toujours absents de ce type de débat? Moi, je repose quand même la question, quand il y a de l'argent à la clé, on comprend encore moins comment c'est... Non, mais franchement... Surtout par les temps qui courent, je sais pas. Je pense qu'il faut plus mettre ça en valeur dans les bonnes pratiques, plutôt que le CO2. Merci. Rodrigo Acosta, urbaniste. Par rapport à votre proposition, moi j'ai aussi envie d'ajouter dans les corbeilles communs l'idée de adapter le cadre juridique, notamment par rapport à deux idées qui me viennent à l'esprit. Quand on
parle des locaux, on parle des affectations des locaux, et c'est hyper difficile de passer d'une affectation à l'autre. Autrement dit, il faut changer quelque part le code de l'urbanisme. Et puis l'autre point qui est important aussi, on a parlé des fonciers, lorsqu'on désigne pour un usage donné dans les codes ruraux, c'est difficile de le changer. Je prends un exemple des baux ruraux. Est-ce qu'il y aura une possibilité de plaider pour une sorte de réversibilité d'usage? Vous voyez, c'est compliqué comme mot, mais pour dire quoi? En fonction de l'utilisation pour les panneaux solaires pendant 15 ans, 20 ans, après on pourrait faire d'autres usages. Mais ça, c'est une question des cadres juridiques, et effectivement, le législateur doit, à un moment donné, se saisir de la question. Ah, encore une question ou commentaire? Merci. Vous demandiez comment généraliser. Bon, vous connaissez la réponse. Il y a la politique. Bon, la fondation se veut hors parti, je comprends bien, mais bon, je crois bien que tous ici, on est d'accord pour que un investissement politique dans un parti, dans des partis, pourquoi pas, ayant des ambitions nationales, ça peut être utile. Et il y a aussi la deuxième chose, on n'a pas parlé ce soir non plus, c'est peut-être suggérer ce que font un certain nombre de gens, c'est que bon, c'est pas une question uniquement de faire des économies, mais il faut peut-être se dire que d'ici quelques années, peut-être seulement des dizaines d'années, si les territoires ne sont pas en grande partie autonomes, ça va être très difficile pour eux, quoi. C'est la question de ce qu'on appelle, certains appellent l'effondrement. Donc ces deux biais, le premier politique, le deuxième au niveau d'un discours un petit peu alarmiste, c'est peut-être une façon de généraliser ce qu'on tous ici on voudrait faire promu. Très bien, merci beaucoup à tous pour votre il y a une participation. Ah, une dernière question, et ensuite, oui, juste dire, parce que c'est assez important. Monsieur, l'autonomie pour un refuge à 2000 mètres, pourquoi pas, mais auquel je me permets de poser à ça le réseau et la solidarité que ça entraîne. Merci. Merci beaucoup. Donc, Géraud, un mot de conclusion? Pour vous remercier de cet atelier, pour vous dire que c'est tout à fait sérieux, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait contribuer par amendement sur tout ce qui vient d'être dit, et ce sera extrêmement utile, que nous publierons donc la note juste après les municipales très probablement. N'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, nous on est prêts les uns et les autres, les membres du groupe de travail, à venir animer ce type d'atelier dans des régions, donc si ça vous intéresse, on est à disposition. Et puis peut-être un mot pour rappeler que la Fabrique écologique est une structure ouverte, et donc n'hésitez pas, ceux qui ont envie, de vous signaler pour faire partie du réseau d'experts, pour venir travailler. On est tout à fait ouvert à tous ceux qui ont envie de venir travailler. Il suffit tout ça est expliqué sur le site, il suffit d'envoyer un mail. Et vous pouvez très bien venir travailler. On est nombreux maintenant à travailler dans la Fabrique écologique, et donc vous serez les bienvenus. Et enfin, dernière chose, si vous avez envie de nous soutenir, parce que on a quand même besoin de quelques moyens, il y a toujours la possibilité, soit sur le site, soit il y a, je crois, une feuille à la sortie, si vous avez envie de soutenir l'action de la Fabrique écologique. Voilà, en tout cas, merci beaucoup de votre participation et de cet atelier. Merci. Merci et bonne soirée.